tu as eu des caprices de stars un peu rigolos? Ouais. Madonna ne veut qu'avoir une loge proche du plateau. Il y a quelqu'un dont le métier, c'est de compter les pas entre la loge et le plateau. Mais c'est pas vrai. Je te jure. Pour la petite histoire, Solveig a perdu son papa quand elle avait 1 an. Yann Philippe va décéder Voilà, d'un accident de moto. Comment on arrive à faire son deuil? Tu vis toujours avec tes morts. Enfin, moi, je vis avec lui. Hein. Combien gagne un animateur télé? Le plus cher devait être à € l'émission. Ah, waouh! Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Alexia Laroche-Joubert, la plus puissante, la plus grosse productrice de télévision française, qui a produit à l'époque Le Loft, qui a fait par exemple Fort Boyard, qui fait Koh-Lanta aussi, qui fait une énorme partie des programmes télé en France. C'est la patronne de Banijé. Elle va venir nous raconter l'envers du décor. Est-ce que les émissions sont écrites? Est-ce que les candidats sont suivis par des psychologues après les émissions? Tout ce qui n'a jamais été diffusé aussi, elle va nous raconter tout ça dans un instant. Juste avant, merci à nos partenaires. C'est N26, la banque en ligne qui a été les premiers, les précurseurs en banque en ligne française. Ça a été les premiers qui ont inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres. Il y a 3 millions de Français qui utilisent aujourd'hui N26. Vous allez pouvoir créer des espaces pour gérer votre compte courant. Vous allez pouvoir aussi épargner pour vos projets. Vous allez pouvoir investir dans plus de 3000 actions, ETF ou même crypto-monnaies. Il n'y a aucun frais, même pour les comptes, à 0 € par mois. Vous allez pouvoir même créer des comptes de colocation, si vous êtes en colocation, ou des comptes quand vous êtes en couple, aussi des comptes joints. Ça vous permet de partager au mieux les dépenses. C'est vraiment très simple. Vous allez pouvoir geler vos abonnements aussi sur Netflix, sur Amazon. Si parfois, pendant 1 mois, vous savez, vous n'allez pas regarder, par exemple, vous partez en vacances, hop, vous pouvez geler l'abonnement très facilement, directement via N26. Vous allez avoir un avantage en plus avec l'émission. Vous allez avoir un code de réduction, c'est Légende 20. Si vous voulez ouvrir un premier compte sur N26, vous pouvez rentrer ce code et vous aurez directement 20 € de réduction. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous nous découvrez aujourd'hui. Merci d'être là. On vous met 3 émissions par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et c'est parti avec Alexia Laroche-Joubert sur Légende. On y va. Alors, bonjour, c'est bien Alexia Laroche-Joubert. On est bien sur Légende. Je suis bien en face de Guillaume Play. Donc, à moi. Eh ben voilà, c'est parti. Est-ce que tu sais où t'es? Comment s'appelle cette émission? Legend. Oui. Ouais, je sais où je suis. Je sais où t'es aussi. Voilà, pas de facto, mais comme je te disais, mon mec, il écoute. Donc tu sais, moi, dès que je peux me faire mousser auprès de mon mec, j'y vais. Il va écouter l'épisode avec toi ou pas? Oui. Oh, je pense qu'il connaît quand même pas mal de trucs. Hein. Mais enfin, j'espère que tu vas lui faire découvrir des choses. Comment il s'appelle son prénom juste? Mathieu. Salut Mathieu. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, Alexia Laroche-Joubert. Alors, tu es PDG, c'est vraiment PDG de Banijé France. Ouais. Productrice télé, pour ceux qui ne te connaissent pas. Productrice de beaucoup d'émissions. Alors, j'ai la liste des émissions, mais ça sert à rien de les dire toutes. Il y a 90% de la télé française. Tu produis Fort Boyard, notamment, là d'ailleurs, dans lequel j'ai eu la chance de venir quelques fois. C'est sympa. Tu fais de la télé depuis combien de temps? Écoute, j'ai commencé à 16 ans avec un truc qui va te faire marrer parce que toi, tu viens de la radio. J'ai commencé avec les premières antennes un peu libres et avec une bande de Lascar, une fille qui s'appelait Gilliane Le Gallic. Et il y a eu un petit scandale à l'époque parce qu'elle avait mis des images, on est en 81, de Mitterrand dans le générique du JT de 20h, des images subliminales. Et donc, on a accusé cette gonzesse, évidemment, d'avoir fait gagner Mitterrand parce qu'elle avait mis ces images subliminales. Bon, on va parler du CSA, maintenant ça s'appelle l'ARCOM, le régulateur qu'on n'a pas nous sur Internet. Je voudrais vraiment avoir ton avis là-dessus, je voudrais avoir pas mal de sujets. Tu as fait Love Story, tu as fait la Starac, tu as fait, j'ai noté quelques-uns, tu as fait de la télé-réalité aussi, les Ch'tis, les Marseillais. Ouais, j'ai fait Koh-Lanta. Koh-Lanta, Fort Boyard, LOL aussi, c'est toi qui produit ça. N'oubliez pas les paroles. Le retour d'Interville qui va revenir. Voilà, mais sans les vachettes. Ça, c'est Nagui qui produit. Exactement, sans les vachettes. On va parler des vachettes après. C'est un sujet. L'évolution, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Je voudrais vraiment aborder plein de sujets avec toi. Je me suis forcé à pas te parler depuis tout à l'heure. Dans le bureau, je me suis dit, pour pas enlever un peu de spontanéité. Tu produis combien d'émissions par an aujourd'hui? Écoute, je peux te dire ça en heures. Je crois que je produis le groupe produit 2300 heures, en sachant qu'on a quand même 5 quotidiennes. Et puis après, on a des grosses émissions en prime, type la Starac, où il y a aussi une quotidienne. Enfin voilà, Secret Story. Tu veux que je te dise, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Tu étais directrice de la Starac avant. Ouais. T'aimes bien être à l'antenne aussi, ça te fait marrer? Écoute, ce qui m'a intéressée dans le fait d'être à l'antenne, c'est que ce que j'imaginais dehors, je pouvais mettre en action dedans. Donc quand tu es productrice, être dans la matrice, dans ce que tu produis, c'est ce qui est pour moi très intéressant. Mais la fois où on m'a demandé d'animer une émission que je produisais pas, il s'est passé un truc de dingue, ma voix s'est arrêtée.
C'est-à-dire que le mec m'a posé, c'était TF1, m'a posé la question, est-ce que tu voudrais être animé cette émission? Je n'ai même pas pu dire non. Alors que 30 secondes avant, je parlais comme toi et moi, maintenant. Et je pense donc que mon corps ne veut pas. Je crois que l'animation, c'est un métier qui est tellement difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour les animateurs. C'est eux qui s'exposent. C'est pas comme un comédien qui peut se planquer derrière un rôle. Ils sont attaqués quelquefois pour des choses dont ils ne sont pas responsables, entre autres la production. Alors évidemment, il y en a certains qui sont adulés, il y en a d'autres qui disparaissent très vite. Je trouve que c'est un métier extrêmement difficile. Est-ce que ça te manque, toi, maintenant que tu es PDG du groupe, d'être moins les mains dans le cambouis? Pas du tout. Truc, tu vois. Pas du tout pour deux choses. Un, parce que quand on m'a proposé le job, pour expliquer un peu aux gens, je m'occupe du groupe Banijé en France, et qui regroupe 18 sociétés. Ouais, c'est très gros. Donc c'est gros à la fois de la fiction. En prod? Ouais, c'est le plus gros au monde en production, et en France, c'est le plus gros producteur aussi de flux. Et en fiction, on est à la 3e place. Donc tu vois, on est quand même assez conséquent. Et là, on revient de relancer le documentaire. Donc est-ce que ça manque? Non, parce que j'ai vachement réfléchi avant de passer le pas. Je me suis dit justement, est-ce que ça va me manquer? Donc je me suis auto-analysée. Et deux, il s'avère que j'ai quelque chose qui est incroyable, c'est de travailler avec tous les talents qui sont à la tête de toutes ces sociétés. Que ça soit Jean-Louis Blo, que ça soit Nagui, que ça soit Mathieu Vergne, que ça soit Frédéric Lussato, Julien Magne qui produit Koh-Lanta. Toutes les sociétés qui ont été rachetées par Alain Goldman, en l'occurrence, qui vient de produire avec Jamel Debbouze Mercato et qui va produire Le Jean du Jardin, Dominique Farrugia, enfin voilà, qui sort une grosse série pour Apple. Tous ces gens-là sont tellement talentueux, sont tellement investis que, en fin de compte, de rentrer à côté d'eux, de rentrer sur ce qu'ils font, ça me passionne. Tu dis que tu gères la société la plus compliquée de France. Dans quel sens c'est la plus compliquée? Parce qu'il y a plein d'égos différents. Ouais, alors je pense que Orpea est plus compliqué. Hein. C'était les EHPAD. Oui, les EHPAD. Ouais. Et la SNCF, pas loin quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'audiovisuel, je gère une multitude de tempéraments très très forts. La télévision, tu le sais parce que tu connais, c'est des égos pour assumer d'être à l'antenne, pour défendre ses programmes, pour les vendre, pour convaincre un diffuseur qui est souvent un triste cire, de les acheter. Et il faut énormément d'énergie. Donc il faut avoir une force de conviction très forte. Donc je passe mon temps à gérer des gens en respectant ce qu'ils ont à l'intérieur du bid, mais en leur disant, tiens, essayer de leur ouvrir quelquefois des portes, des points de vue, ou les accompagner dans les difficultés qu'ils traversent. T'as un caractère énorme, toi, pour tenir, parce qu'il faut quand même arriver à tenir toutes ces personnalités, tu vois. Je sais pas si j'ai un caractère énorme, mais j'ai pas peur de ces personnalités, je les admire. Donc je pense que ça contribue beaucoup à une sorte d'empathie et de bienveillance que j'ai. Deux, je connais très bien le métier. Donc... On te la fait pas. Voilà. À la fois, on me la fait pas, et à la fois, je peux comprendre... Et c'est principalement ça, parce qu'ils ne jouent pas, ils jouent pas avec moi à me la raconter à l'envers. Mais c'est surtout que je connais parfaitement leurs difficultés. C'est quand ils me disent « j'ai ce problème-là en prod », je sais que c'est un vrai problème, qu'ils ne sont pas en train de se noyer dans un verre d'eau. Pour parler de ton enfance, 18 décembre 69, ton papa est publicitaire, ta mère journaliste et grand reporter. Milieu bourgeois, enfance avec plein d'amour ou enfance avec parents divorcés? Comment ça va se passer ton enfance? Alors, enfance avec énormément d'amour. Je pense que c'est ça qui m'a construit. Et je le dis toujours, quel que soit le milieu dont vous êtes issu, si vous avez été aimé, vous avez quand même les bonnes armes pour résister à la vie. En revanche, mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, mais j'ai une incongruité de vie familiale, c'est que mes parents sont les meilleurs amis du monde. Donc, encore aujourd'hui, enfin, ils ont réussi à, je veux dire, après le divorce. Tous les jours, ils s'appellent 3 fois par jour. Bon, là, ils sont en froid. Donc j'ai papa et maman qui m'appellent, on est papa qui se plaint, maman qui se plaint, et je suis au milieu de tout ça. Mais globalement, ça fait quand même 50 ans qu'ils se parlent, et donc moi je les ai toujours vus ensemble. Et c'est atroce parce que enfants divorcés, en général, tu peux jouer sur l'un contre l'autre. Bah, laisse tomber, moi ils se liguaient tous les deux contre moi. Je dis c'est quand même pas possible, quoi. Putain. Ils ont réussi leur divorce aussi bien que leur mariage. Ouais. Mieux que leur mariage. Mieux que leur mariage. On dit qu'on a bien... Oui, mais c'est pas facile de réussir, surtout... Toi, t'as des frères et sœurs ou t'es... Ouais, alors j'ai 4 frères, j'ai perdu un frère, donc je sais pas comment on dit, c'est compliqué de dire, parce qu'on peut pas dire que j'ai 3 frères alors qu'il y en a un 4e, enfin tu vois, c'est toujours un peu délicat. Donc j'ai eu 4 frères, et je suis très proche de mes frères, et je suis la grande. Moi, je suis la grande sœur. Est-ce que tu as des souvenirs avant tes 4 ans, du coup, quand tes parents étaient ensemble? Non, j'ai pas de souvenirs. J'ai des souvenirs de l'arrivée de mon beau-père. Ah, c'est vrai? Ouais.
Je vois t'as mal très vécu? bien. Non, je l'ai pas du tout. Non, parce qu'il était vraiment sympa. Et non, mais je vois très bien comment il rentre dans la pièce. Il m'a offert un jouet, donc je devais avoir 4 ans, tu vois. Je me rappelle plus la teneur du jouet, mais il m'a offert un jouet. Et je me rappelle pas de mes parents ensemble, mais je me rappelle de moments où je sais que papa était encore avec maman. Parce que c'était donc, mais je me les vois pas, je les vois pas ensemble. Ouais, t'as pas de souvenir? Non. Il a ramené un jouet comme quand tu as un autre enfant. En général, le deuxième ramène un jouet au premier, soi-disant, quand il naît, pour que ça passe un peu mieux, quoi. Ouais. Ça passe un peu mieux. Tu sais, et ça passe toujours très bien. Jusqu'à ce que l'autre marche et rentre dans ton espace vital. Là, quand le petit commence à piquer les jouets du grand, en général, ça va pas. On va parler après d'éducation. C'est un sujet qui est très intéressant et je voudrais aborder le sujet avec toi. T'as 2 filles. Hein. Ouais, j'ai 2 filles. 2 grandes filles, on va en parler après. Maintenant, elles sont grandes, hein. Elles ont été petites. Hein. T'es partie à Lourdes habiter. Pourquoi t'es partie à Lourdes pendant quelques temps? Enfin, c'est pas moi qui ai pris d'un seul coup mon bâton de pèlerin pour aller à Lourdes et rencontrer la Vierge. Hein. Non, je suis partie parce que ma maman travaillait énormément et à un moment, elle a préféré me confier à ma grand-mère. Et donc, je vivais avec ma grand-mère qui était une femme que j'aimais énormément, mais dans un tout petit patelin, parce que tu parles de Lourdes, mais Lourdes, pour moi, c'était la capitale. Hein. Je vivais à Argelès-Gazost. Donc un tout petit, et donc ma seule activité, c'était de jouer au flipper dans le bar du coin. Ça, c'est quand j'étais plus grande. Et quand j'étais petite, j'adorais parce que j'allais à l'école communale à travers les champs. Enfin, vraiment une vie de campagne. Ouais, mais ça te permet de connaître aussi ceux qui regardent la télé, de comprendre les petites villes, les grosses villes. En tout cas, je comprends que la télévision est, on l'a toujours dit, est une fenêtre sur l'extérieur, un compagnon de vie, une empathie qu'on reçoit. Enfin voilà, c'est important. Tes parents te manquent quand tu vas habiter chez ta grand-mère dans le sud? Je pense que les enfants, ils réfléchissent pas comme ça. Tu sais, l'espace-temps des enfants, il n'est pas comme l'espace-temps des adultes. Donc la temporalité, elle était un peu différente. Non, je me sentais très seule. Donc j'ai vécu avec beaucoup d'animaux. J'ai un rapport avec les animaux extrêmement fort. Je dis qu'au maximum de ma ménagerie, j'ai été avec 2 chevaux, 3 chiens, un oiseau, un chat. Ouais, pas mal. Pas mal, avec le chat qui a mangé l'oiseau. Et donc, mais j'ai eu des lapins, j'ai tout eu, quoi. J'ai même eu une relation très privilégiée avec des têtards. Sur lesquels tu as marché, d'ailleurs. Ouais, c'est horrible. Et... Sans faire exprès, c'est le jardinier qui avait vidé le bassin et il avait mis les têtards. Tu étais assez seule, la solitude te faisait pas peur, ou c'est parce que tu n'avais pas de copains autour? Non, j'étais dans un monde qui était... où il n'y avait pas... Ouais, assez seule, même très seule. Et je me rappelle, je pense que mon amour de la terre-à-été est venu très tôt, en fin de compte, dans mon besoin d'aller regarder les gens. Et à un moment, mon papa, il vivait dans un immeuble, tu sais, dans une cour en aile. Et donc, les fenêtres de mon appartement donnaient sur les fenêtres du voisin. Et je passais mon temps à regarder chez les voisins, quoi. Et c'était pas du voyeurisme malsain, c'était juste pour choper un peu de vie. Tu découvres ta vocation à 12 ans avec ta maman, surtout dans une salle de montage. C'est là que ça va arriver, ta vocation, parce qu'on a tous un moment où on découvre un peu un métier qui nous fait rêver. Et toi, c'est à ce moment-là, tu es dans une salle de montage avec elle. En fin de compte, maman, elle avait un truc qui était assez marrant, c'est qu'elle m'emmenait beaucoup sur... Alors, soit elle m'utilisait pour des reportages, donc quelquefois, elle avait besoin d'une enfant pour parler d'un truc, et hop, elle me prenait. Donc comme ça, on a récupéré des reportages où je devais avoir 4-5 ans chez le dentiste, où c'était comment soigner les caries des enfants. Et un jour, elle me fait venir dans une salle de montage où elle montait un reportage, et je suis derrière, et j'ai l'outrecuidance à 12 ans de dire « Attends, moi, je ne le montrerai pas comme ça ». Et c'est à ce moment-là où je m'aperçois que ce que j'aime, c'est raconter des histoires et inventer les manières de les raconter. Et tu disais que tu avais une honte dans les interviews que tu avais faites, c'est ta dyslexie. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie exactement? La dyslexie, alors j'ai une dyslexie, une dysorthographie. C'est-à-dire la dyslexie, c'est une difficulté à entendre des sons et à écrire, si tu veux, avec tous les sons, tu vois, les peu, les beux, les je, les che, tous ces sons-là sont très difficiles pour nous. Et en plus, moi, j'inverse les lettres. Donc ça a été ça a été le drame de ma vie. Hein. Pourquoi? Et parce là, ça se voit, tu parles complètement normalement. Oui, alors quand je suis très fatiguée, je peux inverser les mots dans mes phrases. Mais là, ça va. Mais ça, c'est comme tout le monde. Je suis en pleine forme.
Ouais, Non. mais tu verras, c'est un peu... Enfin, tu reconnais. Enfin, moi, je reconnais maintenant les gens qui ont la même difficulté que moi. Non, ça a été très difficile parce qu'à l'époque, c'était pas détecté. Donc, on pensait que tu étais débile. En fin de compte, on associait ça à la débilité. Donc, maman allait à chaque fois plaider ma cause pour passer dans l'école supérieure. Ça a été très dur pour ma maman. Ma maman, en plus, qui est remarquable en orthographe, qui a fait Sciences Po, qui a préparé l'ENA. Donc, je pense qu'elle devait demander quand même de quelque Tu fais des grosses de Jupiter. Ah ouais, mais je peux te dire J', quoi. Ah oui, oui. Non, c'est un vrai problème. D'accord. Ouais, donc tu avais 0 en dictée tout le temps. Ah, mais j'ai pas 0, j'avais moins 40. Hein. Putain, et encore aujourd'hui? Ah, pareil. Et ça s'est pas réglé. Donc, la seule chose qui se soit réglée, c'est que j'ai accès maintenant à des logiciels. Un portable. Ouais, tu peux parler. Ouais, ça... et puis des logiciels de correcteurs d'orthographe. Tu disais que pour rentrer dans le milieu, tu n'as pas eu besoin de coucher car ta mère l'avait fait. Ouais. Pourquoi t'as sorti ça? Parce que ça m'a fait rire, parce que je suis provoque un peu. En fait, quand ma maman a été très longtemps avec un monsieur qui s'appelle Michel Toulouse, dont elle a eu d'ailleurs mon frère, et c'est vrai que c'est Michel qui m'a donné mon premier réel stage au sein de ses équipes. À l'époque, alors c'était dans le groupe Canal+. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelais, ça s'appelait Ellipse. Et c'était les premières chaînes câblées. Donc c'était Canal Jimmy, Planète, Ciné Cinéma, Ciné Cinéphile. Okay. Et donc j'ai commencé à travailler à ses côtés. Donc c'est une manière rigolote de dire que j'ai pas défoncé la porte pour rentrer, quoi. Tu vas faire quoi en stage? Comment tu vas apprendre le métier? Après, on va parler d'anecdotes de télé que tu as vécues, mais c'est pour bien comprendre le personnage. Oh, j'ai tout fait, moi. L'avantage de rentrer dans des petites équipes, et tu le sais parce qu'on en parlait juste avant, c'est que vous êtes interchangeables, vous savez faire les métiers des uns et des autres. Et ben, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'étais assistante de prod, assistante réal, j'ai fait de la réalisation, j'étais script, j'étais même prompteur. Prompteur, c'est les gens qui tournent une petite qui tournaient à l'époque une petite manette avec les textes des animateurs. Ça existe encore, le prompteur, aujourd'hui? Ouais, ça existe pareil, encore, mais c'est plus technologique, heureusement, maintenant. C'était avec une pédale, on appuyait sur la pédale. Donc, j'ai monté des bandes annonces, tu vois, j'ai tout fait, quoi. Après, tu vas partir en 94, tu vas quitter Canal pour TF1. Pourquoi tu vas bouger? Ça, c'est une forme de... Parce que j'ai une sorte de mal-être. C'est-à-dire qu'à l'époque, Canal, c'était vraiment c'était le grand canal des grandes années de Nulle part ailleurs, Gildas. Et il y avait une forme d'élitisme et de créativité qui était dingue, mais je me sentais mal dans ces époques, parmi ces gens-là. En fait, quand il y avait une forme de snobisme intellectuel auquel j'adhérais pas du tout. Et je leur ai dit, bah voilà, je vous explique, je donne ma dème et je pars à TF1 pour travailler avec une femme qui s'appelle Pascale Brognaud, qui a lancé les émissions avec Pradel, Morandini, etc. Donc vraiment, tu vois, le truc un peu... Enfin, tu vois, il se pinçait le nez, le Canal. Mais pour moi, je disais, j'ai envie de parler au plus grand nombre. C'était déjà une volonté profonde d'être une fille populaire et de m'adresser à tout le monde. Oui, pas parler qu'à Paris, quoi. Ouais, c'est ça, c'était pas moi, quoi. Tu vas prendre un peu d'argent et tu vas aider ton père, après, à cette époque. Tu vas l'aider pour quelle raison? Il va quitter son boulot, lui? En fait, quand il va... je pense qu'on peut le dire maintenant, il y a plein de gens qui ont des dépressions. Et il a eu une dépression, sauf que peut-être qu'il ne mettait pas le mot dessus. Donc, enfin, maintenant, on parlerait de burn-out. Voilà. Et donc, la descente aux enfers s'est faite très rapidement. Et à un moment, mon père, qui est très fier, etc., j'ai bien vu qu'il n'y arrivait plus. Et donc, je l'ai accompagné dans ce moment difficile. Ce qui est très compliqué en France, c'est là où aux États-Unis, l'échec est valorisé. En France, on adore tirer sur les ambulances. Et c'est très désagréable. Et papa, j'ai vu ce que c'est que quelqu'un qui était numéro 3 de Publicis, qui gérait le budget Renault, qui est le plus gros budget de Publicis, a été mis un peu au banc. Et en France, on se met soi-même au banc. C'est-à-dire que papa, je trouve ça extrêmement émouvant, il disait pas aux gens, je peux pas venir dîner, parce qu'il pouvait pas payer l'addition. Il disait, ah non, mais je suis désolé, j'ai un autre dîner. Mais en fin de compte, toi-même, tu t'exclus. Tu vois, tu t'exclus des gens. Et heureusement, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a écrit un bouquin qui a très bien marché. Et après, il est devenu écrivain. Et donc voilà. Et il avait besoin d'une voiture, tu n'avais pas de quoi lui payer une voiture. C'était un peu un drame pour toi, tu vas lui acheter un scooter. Ouais, et un 50.
Et Le drame, c'est que c'était un 50. Il voulait un 125 ? Ouais. Et donc, il est allé faire la gueule en dehors du magasin de mobilette, sur un banc. Et je lui dis, papa, c'est pas possible, moi, j'ai pas les moyens de t'acheter un 125, quoi. Et donc, voilà. Il va gérer l'argent que tu lui donnes après ou il... Ouais, écoute, franchement, il a fait très attention. Je sais ce que c'est d'avoir quelqu'un qui te dit je fais attention entre m'acheter une baguette ou m'acheter... voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les... Enfin, c'est très dur. On descend très vite en France. Voilà, je trouve que c'est très, très dur. C'est dur de monter et ça va vite pour descendre. Ouais, exactement. Et quand tu disais, tiens, on aime bien tirer sur les ambulances, c'est la France aime bien brûler ses idoles. Ouais, c'est dingue, hein. C'est fou, hein. C'est-à-dire que le succès dérange. Est-ce que c'est une âme révolutionnaire, tu vois, qui persiste post-1789 ? J'en sais rien. Ça fait quand même longtemps, là. Ça fait longtemps, mais c'est peut-être dans l'ADN, tu vois. Peut-être qu'on est dans nos gènes. Profondément, qui n'aimons pas ni les riches, ni ceux qui réussissent, etc. Et c'est... voilà, c'est pas valorisé de la même manière. À ton niveau, tu as connu de la jalousie quand ça fonctionne bien, quand tu arrives à un poste comme ça. Tu as senti que tu énervais des gens ? Bon, alors, que j'énerve les gens, ça c'est aussi lié à ma manière de m'imposer, à mon caractère, etc. J'ai un truc qui me sauve de beaucoup de choses. C'est un mélange entre de la naïveté et une absence totale de parano. C'est-à-dire que je ne pense pas que quelqu'un puisse... Vouloir du mal ? Ouais. Bon, fais gaffe quand même. Hein. Ouais, non, mais ça veut pas dire que je regarde pas. Tu vois, dans ton rétro, la nuit. Qui j'ai dans le dos, mais ça veut dire que fondamentalement, je ne pense pas au mal. Voilà. Parce que c'est quoi tu sais, il y a toujours des coups où on met des bâtons entre dans les roues des autres, dans nos métiers, on le sait. Est-ce que tu as déjà eu un truc, toi, où quelqu'un, sans dire le nom, ça m'intéresse pas, mais c'est pour qu'on imagine ce que c'est que d'être une grosse productrice télé, tu vois. Alors, une grosse productrice, ouais. Alors, j'ai eu quand même une chance, je considère que je suis une enfant gâtée, c'est que le fait que j'ai lancé la télé-réalité, j'ai monté une société pour lancer cette télé-réalité avec Stéphane Courby qui m'a fait confiance. Et donc, j'ai eu un enchaînement incroyable de succès. Et une expertise assez unique. Il y avait peu de gens qui faisaient de la télé-réalité. Donc, de facto, voilà, on ne mettait pas des bâtons dans les roues. Après, je me suis beaucoup battue pour obtenir ce que je voulais. Parce que je dis toujours, quand je parle par exemple à des femmes ou à des hommes qui veulent grandir dans leur carrière, je leur dis, sachez qu'un bon patron est un patron qui, quand vous faites bien votre boulot, surtout n'a pas du tout envie de vous faire monter. Parce que ça veut dire qu'il a deux problèmes, il faut virer quelqu'un éventuellement pour vous le remplacer et trouver quelqu'un qui va vous remplacer. Donc c'est quand même un tissu d'emmerde. Donc, je vais me faire engueuler quand je parle comme ça. Pardon, c'est un non, pas du tout, mais est-ce que tu as eu des échecs ? C'est intéressant aussi, un peu d'aspérité, de comprendre. Tu sais, tout le monde a eu des échecs, on apprend. Des échecs, hein. Est-ce que tu as déjà parlé à un dîner d'un concept génial que tu avais vu et tu te l'as fait piquer, tu vois, avant ? Non, alors, il y a des diffuseurs qui ont toujours là, vous arrivez devant le diffuseur, vous lui dites « Tiens, j'ai ce concept », et là, il se regarde et il dit « Vraiment, c'est dingue. Eh bien, tu sais quoi, ma société interne m'a proposé le même concept la semaine dernière. » C'est incroyable quand même. Ah, ils te le font parfois, ça, ouais. C'est le jeu. Enfin, je ne sais pas si c'est le jeu. En tout cas, c'est pas un jeu de rôle pour toi. Ouais, c'est ça. Mais je vais te poser des questions sur les rumeurs sur la télé. Je vais dire des choses que les gens se sont posées comme questions sur certaines émissions. Tu vas me dire si tu le sais ou pas. Si j'ai la réponse, hein, si tu as la réponse, si tu le sais, si c'est vrai ou pas. C'est que des trucs un peu populaires. Tu vas arriver en 96 chez Endemol, à l'époque. C'est là que tu vas devenir directrice des programmes d'abord. C'est en 2001. Ouais, je deviens directrice des programmes, je crois même, plus tard, en 2002-2003. 2002-2003. Avant, je m'occupe d'Exclusif, qui est une émission sur l'actualité people. Ah oui. Qui était diffusée sur TF1. Avec Frédéric Joly et Flavie Flamand.
Et vous allez lancer la première télé-réalité en France, Le Loft, diffusée à l'époque, c'était sur M6, hein, c'est ça? Exactement. C'était une adaptation hollandaise-néerlandaise de Big Brother. Ouais, c'était une adaptation d'ailleurs assez lointaine, parce que Big Brother, je pense que personne ne se rappelle de ce programme hollandais qui existe d'ailleurs partout dans le monde, puisqu'on le distribue partout dans le monde. C'était assez sombre, assez, je vais dire, outre-Rhin. Tu vois, avec des gaps de générationnels, donc tu avais des vieux, des jeunes, etc. Et nous, on en a fait un truc très pop. Donc c'est une véritable adaptation, que des jeunes et très pop. Toi, tu y crois tout de suite quand tu vois, tu regardes le programme, j'imagine à l'étranger, ouais. Tu regardes une cassette et tout, tu y crois tout de suite, tu dis ça va être compliqué de adapter ça en France? Ah, moi, c'est pire que ça. J'ai même pas besoin de regarder une cassette pour y croire. Je lis dans un encart qu'un mec qui s'appelle John de Mol va enfermer des gens et les observer. Et pour revenir à mon côté voyeur, je regarde les gens d'en face, je me dis c'est une idée de génie. Et dès que je lis cet encart dans la presse, je demande si ça arrive en France à le produire. Il y a eu la série culte qui retrace un peu ça. C'est réaliste ou pas? Moi, je l'ai pas vu, je ne vais pas faire semblant, je dis quand je n'ai pas vu, mais est-ce que c'est réaliste pour ceux qui l'ont regardé? Ouais, c'est très... Enfin, tout ce qui est les coulisses business de Love Story sont réelles. Ce qui a été fictionné, c'est la vie et les relations interpersonnelles entre les gens. Voilà. C'est-à-dire que mes parents, par exemple, parce qu'il y a un personnage qui s'inspire de moi, mes parents ne sont pas du tout les parents qui sont dans la série. D'accord. Oui, ils ont fait des parents horribles. Qui s'appelle Hakim. Ouais, non, j'ai fait des parents qui, en gros, sont contre ce genre-là, trouvent que c'est vulgaire, etc. Alors que mes parents étaient vraiment supportifs. Et il y a un Karim qui va faire une sorte de descente aux enfers. C'est vraiment... Nous, on a voulu créer ce personnage pour montrer aussi les travers de la télé-réalité. Le concept du loft, hein, si vous n'avez pas vu, si vous êtes né après le loft, hein, voilà, il y a de plus en plus, c'était 11 célibataires enfermés dans une maison filmée, c'était c'était la première télé-réalité. C'était vraiment la première télé-réalité. Ouais, c'était... Alors, la réalité, il faut rendre à César ce qui est à César, c'était la deuxième télé-réalité. La première était... Les colocs? Non, il n'y a pas... Non, les colocs, c'est arrivé après, c'était les trucs d'Internet. C'était lancé par Renaud Levanquim. Ah oui, donc il y avait, oui, ok, mais ça n'avait pas explosé. Oh, bah, rien à voir, c'était vraiment un tout petit truc. Et donc il y a une scène qui a marqué à l'époque ce programme, c'était la scène de sexe entre Loana et Jean-Édouard dans la piscine, machin. C'était... Aujourd'hui, avec le CSA, ça sera encore plus compliqué qu'avant, déjà, parce que ça, c'était une... À l'époque, on n'avait pas... l'Arcom s'était pas encore emparé de ce genre-là, qui était un genre nouveau. Donc, le principe de l'Arcom, donc ce qui a remplacé le CSA, c'est un peu notre gendarme de l'audiovisuel, c'est qu'il juge a posteriori et pas a priori. Donc, ils attendent de regarder et après, ils se positionnent. Et c'est vrai que, surtout, ce qui a donné lieu à Love Story, c'est toute une réglementation de l'Arcom qui est arrivée en cours, où il fallait donner de l'intimité aux candidats, des moments où ils n'étaient pas filmés, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait avoir ça encore, une scène comme ça qui passe à la télé Oui, parce que c'était pas... Il n'y avait aucun acte... il n'y avait aucune image transgressive. On voyait bien que voilà, qu'il jouait pas aux cartes, mais il n'y avait pas d'image transgressive. Donc oui, ça passerait encore. Après, il y avait des films à l'époque, hein, sur M6. C'était c'est vrai, le dimanche. Dimanche soir, samedi soir, le dimanche soir, mais c'était des coquins, c'est pas des films. Ouais, c'était des films érotiques. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était déjà fou. Hein. Ouais. En tant qu'adolescent, c'était pas... Le porno était sur Canal, hein, en l'occurrence. Ouais, mais il fallait avoir le décodeur. On n'avait pas, Alexia. Attends, moi, j'avais pas le même. On a tous essayé avec la passoire. Hein. Et ah oui, de regarder. Vous allez vous faire critiquer comme plein de choses. Hein. Le loft va se faire vraiment attaquer. Il y a eu carrément des manifestations à l'époque où il fallait libérer les lofters, je me rappelle. Non, le plus drôle, c'était libérer les poules. Il y avait des poules dans le jardin, des lofters. Et moi, cette pancarte, libérer les poules, je l'ai adorée. Putain. Même Ségolène Royal, à l'époque, hein, t'attaquais, et je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais t'avais traité de proxénète, je crois. Ouais, je crois. Enfin, c'est pas je crois, je sais. Ouais. Tu l'avais répondu, t'as pu la voir ou pas? Non, je l'ai pas répondu. Déjà, à l'époque, j'étais vraiment obsédée que par une chose, c'est sortir l'émission, qui était une émission en termes de production extrêmement ambitieuse et très nouvelle, parce que vous tourniez un jour et vous deviez monter dans la nuit et diffuser le lendemain. Donc, c'était un modèle de production qui était assez novateur. Donc,
En fin de compte, c'est pour ça qu'on a fait culte. On a raconté que dans le loft, il y avait un deuxième loft que personne n'avait vu, c'était celui de la production. C'est-à-dire que je sortais pas, j'étais vraiment... voilà. Focus. Ça a changé après avec la Star Academy, avec La Ferme, avec Première Compagnie, etc., tous ces programmes que j'ai produits par la suite. Celle-ci était très atypique. Et les audiences, ça va exploser tout de suite, ça va mettre du temps? Non, les audiences, la piscine a fait un boost. On parle de buzz à l'époque. On est allé, je crois que jusqu'à le pic d'audience, ça doit être 11 millions d'eux. C'est un très gros match de foot. Hein. Loana va comprendre, c'était la gagnante du loft, une fille blonde. Elle n'était pas toute seule, il y avait Christophe. Oui, ils étaient deux. À l'époque, ils étaient deux. C'est marrant parce que tout le monde se rappelle de Loana aujourd'hui. Ouais. Parce qu'elle était iconique. Quand elle va sortir, elle va se prendre une claque en comprenant que c'est vraiment regardé en masse. Elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Ça va être difficile à vivre pour elle à l'époque? Non, alors ce moment-là n'est pas difficile. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut se remettre à la place de ces candidats qui étaient pour le coup qui n'avaient aucun contact avec l'extérieur. Là, on s'aperçoit, par exemple, quand on produit Star Academy, ils peuvent avoir accès quelquefois à des petites informations. Là, elle n'avait aucune information. Donc elle rentre, elle est go-go danseuse à Nice. Et elle vit avec sa maman, elle sort, elle fait la remontée des champs avec des gens qui hurlent son nom. Ah, c'est fou. Ça, c'est sûr que le gap est assez incroyable. Mais non, elle le dit d'ailleurs, hein, parce que moi je reprends ses mots parce que je me permettrai pas de parler à sa place. Elle dit que ça a été probablement son cocon. En fait, tout cet amour qu'elle a reçu d'un coup, ça a beaucoup changé par rapport à une vie extrêmement difficile dans l'enfance qu'elle a eue. Oui, elle a une vie pas facile, Loana, je crois, ouais. Avec ses parents. Très compliqué. Elle n'a pas ni d'un côté ni de l'autre. Quand on parlait d'amour, je ne sais pas si elle a été aimée à la hauteur de ce qu'un enfant mérite. Ouais. Elle aurait pu encore plus mal tourner avec... Je pense que c'est les connaissances qu'elle a eues après qui l'ont pas aidée. Est-ce qu'il y a des psychologues maintenant dans des émissions comme ça pour l'après? C'est hyper encadré, avant, pendant, après. Mais là, c'était les premières. Ça, c'était les premiers. Mais il y a aussi une spécificité, parce que souvent, on nous dit, mais pourquoi elle n'était pas chez les psys? Mais vous savez, quand vous êtes majeur, personne ne peut vous imposer d'aller chez le psy. Donc, par exemple, Loana, je lui ai toujours dit, il y a des psys, on le prend en charge, t'y vas, mais elle ne voulait pas. Ah, c'est vrai? Ah ouais, elle n'a jamais voulu. Et comment t'as vu que ça allait pas, toi, à un moment donné? C'était quoi les signaux? Tu t'es dit, tiens... non, mais c'était bien après, c'était 10 ans après. Parce que je crois que tu es encore proche d'elle. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. C'est vrai que tu lui payes son loyer encore? Oui, c'est vrai. Ah, tu l'as pas lâché du tout? J'ai été là quand il fallait à des moments difficiles de sa vie. Mais elle n'est pas facile à porter, hein, parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Non, mais ça, tu vois, ça rajoute quelque chose. Je ne savais pas ça. J'ai appris en bossant à l'émission. Ouais, elle l'a dit. Moi, je l'avais jamais dit, mais c'est elle qui l'a dit. Tu fais pas toujours les choses bien devant les caméras? Je trouve que ça la regarde elle et moi, quoi. En 2002, tu as ta première fille avec le PDG du label Warner. Voilà. Il s'appelait Yann Philippe. Yann Philippe Blanc. Yann Philippe Blanc. Elle va s'appeler Solveig. Tu l'as à peu près au même moment que le Loft? Non, je tombe enceinte à la première Starac. Putain. Ouais, et donc j'accouche. Je suis comme ça à la deuxième, je crois. Non, c'est ma deuxième film, c'est en 2007. Donc j'accouche juste en milieu, tu vois. J'accouche en juin et je reprends la Starac dans la foulée. Comment tu fais pour gérer ta vie de mère, ta vie de femme, ta vie de chef d'entreprise, enfin productrice? Alors déjà, je suis très heureuse de j'ai très heureuse de mon métier et j'estime avoir énormément de chance. Donc je lui ai consacré beaucoup de temps. À la fois parce que ça me passionnait et à la fois pour monter une à une les marches vers mon métier actuel. Après, je pense que mes enfants ont été accompagnés par des femmes exceptionnelles. Parce que pour la petite histoire, Solveig a perdu son papa quand elle avait 1 an. Yann Philippe va décéder d'un accident de moto. Ouais. Donc on se retrouve toutes les deux et voilà. Et j'ai eu 2 femmes qui m'ont accompagnée pendant l'une 15 ans et l'autre 17 ans. Ah waouh! Et il y en a une qui est toujours avec moi. C'est vrai? Ouais, qui est toujours avec moi. Des nounous qui t'ont accompagnée? Parce que je veux pas laisser mes enfants quand ils rentrent seuls de l'école. Bon, je parle de la petite, hein, parce que la grande, maintenant, elle travaille quasiment. Mais la petite... A 20 ans? À 22 ans. Oui, donc... Voilà.
Et je suis très fière, elle fait un stage à l'ONU à New York au casque bleu. Ah, fort. Ouais, c'est fort quand même. Ah, c'est fort, Je suis très fière. Et franchement, elle a apply, elle s'est inscrite toute seule. Enfin, je connais personne qui m'imagine bien à l'ONU à New York. Et attends, et tu te retrouves, pardon, juste pour... il a un accident de moto, tu te retrouves mère toute seule avec elle. T'en as qu'une à l'époque, hein? Ouais, j'en ai qu'une. Et tu te retrouves, en plus de ton boulot, ça doit être très très compliqué. C'est-à-dire que tu dois être complètement paumé pendant... Ouais, t'es paumé. Ouais, je pense que le bon terme, en fin de compte, j'ai souvent dit, c'est le radeau de la Méduse. C'est-à-dire que t'es au milieu de l'océan et tu prends des vagues dans la gueule. Et puis, il y a quand même une réalité, c'est qu'un enfant, tu décides de le faire à deux. Et quand tu te retrouves toute seule, c'est extrêmement dur. Et puis, voilà, ça m'a complètement perturbée. J'ai la chance d'avoir une enfant qui a une empathie incroyable et qui a surmonté ça avec beaucoup de vigueur et qui est assez bluffante. Et qui... On a une relation assez soudée parce qu'on s'est construite l'une et l'autre ensemble. Parce que c'est pas comme un couple divorcé où tu peux l'avoir une semaine sur deux. Là, c'est toi qui l'as tout le temps, toute seule. Et c'est ça qui est dur. Moi, j'ai toujours l'un des moments les plus durs de ma vie. C'est un moment, je me rappelle, elle fait une sorte de brocolite. Et donc, on me dit, il faut absolument la mettre dans un espace avec plein de fumée, tu sais, plein d'eau. Oui, humide pour dégager les bronches. Et là, tu es toute seule. Tu peux appeler personne. Voilà, donc ces moments-là d'angoisse, c'est très dur. Et les moments de joie aussi. Les premiers pas. Et tu partages pas? Bah non. Putain, c'est vrai. Ouais, tu vois. Le premier je t'aime, le premier... Les premiers, tu vois, et je trouve ça... moi, je milite beaucoup. Enfin, je trouve ça très important, un papa et une maman, alors, ou deux papas ou deux mamans, je m'en fous. Mais en tout cas, d'avoir deux personnes, parce que c'est important pour l'enfant, mais c'est aussi important pour l'autre. Comment tu vas apprendre un accident de moto? Comment on apprend? Qui t'appelle? Les pompiers? Comment ils savent? Non, ça a été un truc... c'est Stéphane Courby, mon patron actuel, qui va venir avec une de mes amies, qui s'appelle Sophie, et qui va me l'annoncer. Et quand il sonne à l'interphone en pleine nuit, je le sais déjà. Tu as une forme de compréhension immédiate de la gravité. Tu entends sonner, tu sais que c'est pas normal? Ouais. Ah, wow. Et quand tu ouvres la porte, tu vois que c'est Stéphane? Ouais. Bah, je le vois même, il me le dit, pour monter. Oui. Je n'ouvre pas tous les étrangers, quand même. Donc, il me le dit, ouais. Ça a dû vous rapprocher quelque part, ça? C'est dur d'annoncer ça. Ouais, voilà. En fait, quand je me suis souvent mise à sa place, le moment où tu es dans l'entrée, que tu vas appuyer sur le bouton, pour dire à une personne, voilà, ton mari est décédé, je pense que voilà, je trouve que c'est pas facile et je les remercie beaucoup parce qu'ils l'ont fait avec beaucoup d'attention. Et... Tact, ouais. Ouais. Comment tu gères, là? Tu prends un Carlexo. Ça, tu prends immédiatement un verre de whisky et un... alors moi, je bois pas, mais je prends un anxiolytique, immédiatement. Et après, il y a tout un processus, parce que quand quelqu'un meurt sur la voie publique, il y a les flics qui sont obligés de faire une enquête, etc. et tout. Donc après, tu rentres dans une sorte d'administration, de process administratif. Qui est hyper dur, en fait. Ouais, c'est pas ça qui est dur. En fin de compte, le process administratif, au final, tu as quand même l'impression d'être dans une forme d'action. Ce qui est dur, c'est après l'enterrement, je trouve. L'enterrement, moi, j'ai eu l'impression quand je suis rentrée dans l'église, je me suis dit, je vais me marier. Tu vois, bon, c'est un peu spécial comme truc. Mais c'est après. En fin de compte, c'est les gens... Ce que je dis souvent, parce que j'ai beaucoup accompagné après de personnes qui ont perdu quelqu'un, c'est que il y a un monde ultra enveloppant dans les 2 mois qui entourent l'événement. En revanche, une fois que les gens reprennent leur vie, et toi, il y a une image que je donne toujours, c'est comme dans les films, tu es statique et tu vois des gens bouger très très vite partout, tu sais, comme dans les films, des accélérations, mais toi, tu es statique et tu comprends pas pourquoi les gens bougent. Parce que là, tu as envie de leur dire, attendez, arrêtez de bouger, moi, il m'arrive un drame, arrêtez de bouger, quoi. Mais la vie reprend. Oui, la vie continue, quoi. Voilà. Tu dis la techno m'a sauvé la vie j'ai vu un truc écrit, la techno. Pourquoi tu dis la techno m'a sauvé Parce que je suis allée à Ibiza, juste après, une semaine après. Rien à voir. Je sais. Et je suis allée danser. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais besoin de... Je pense que la bonne image, c'est rentrer dans un lavomatique. C'est-à-dire que c'est comme si je rentrais les booms de la techno. D'un seul coup, ça... Je te vois pas du tout dans une soirée techno.
Pas du tout. J'aurais jamais pu deviner ouais que tu étais fan de techno. Non, mais c'est pas j'adore l'électro. C'est pas un jugement, mais j'aurais ça. jamais imaginé de voir dans une soirée techno. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que c'est comme si ça m'avait lavé. Tu sais, tu as une forme de... Tu rentres un peu en transe. Tu vois, alors je ne prends pas de substance. C'est ce que j'allais te demander, parce que les soirées techno, c'est... Je ne prends pas de substance, je ne bois pas, c'est sûr, je ne fume pas. Mais en revanche, le rythme m'a fait beaucoup de bien. Incroyable. Et t'es resté une semaine à Ibiza pour ça? Je suis restée, 4-5 jours. Et comment on arrive à faire son deuil? Rien à voir, mais vous êtes nombreux à écouter, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Tu dis que tu accompagnes des gens parfois, est-ce que tu as un conseil? Comment toi tu as réussi? Ouais, alors moi je dis toujours aux gens que j'ai accompagnés, je le fais plus maintenant, mais je l'ai fait pendant quelques années après, il faut, en fin de compte, c'est une déflagration. Moi il m'est arrivé un truc corporel qui était dingue, c'est-à-dire que j'avais des bleus au corps qui sont apparus. C'est les bleus de l'âme qui, d'un seul coup... J'étais pas battue, évidemment. Donc, et j'avais des bleus, mais partout. Et en fin de compte, c'est la violence psychique marquait le corps. Et je dis à tout le monde, aux gens qui, malheureusement, doivent traverser ça, il faut reprendre des toutes petites choses qui te reconnectent avec la vie. C'est-à-dire manger un gâteau qu'on aime bien, s'asseoir dans une table de café avec du soleil, passer, je sais pas quoi, sentir des fleurs. Des petits kiffs, des toutes petites choses pour se reconnecter à quelque chose de plaisant. Voilà. Et petit à petit, on remet la machine en route. Il faut du temps. Ouais, c'est 3 ans. Tout le monde le dit, mais c'est 3 ans. Ah ouais. Vraiment, en fin de compte, c'est quasi... je pense que c'est 3 ans. Après, tu vis toujours avec tes morts. Enfin, moi, je vis avec lui. Hein. Mais on va dire que la douleur... Je pense que le moment où tu sais que tu as dépassé ton deuil, c'est le moment où tu es capable de regarder une photo et de sourire en regardant la photo. Parfois, tu lui parles quand tu parles de ta fille, ou tu dis, tiens, tu serais fière d'elle, ou des trucs... Je lui dis, non, mais moi, je suis très concrète, moi. Je lui dis, tiens, là, il faut que tu sois présent pour elle, ou des choses comme ça. Et ma fille a toujours été élevée dans l'idée que son père était présent. J'ai fait quelque chose que je conseille aussi aux gens. J'ai fait un documentaire, alors qui n'a jamais été diffusé, c'est que pour elle. Elle avait un grand frère aussi, donc son grand frère et elle, où j'ai interviewé tous les gens qu'il connaissait, où j'ai récupéré des images de lui, où j'ai récupéré des images d'archives. Par exemple, il a vécu à New York, donc des images des années 80. Pour que ma fille comprenne qui était son père. Parce que quand elle est morte, enfin quand il est mort, elle avait 1 an. Oui. Et donc elle était toute petite, donc elle avait très peu de souvenirs. Donc c'est pour qu'elle comprenne qui était son père. D'où elle vient. Ouais. Et j'ai vu que tu as perdu ton grand-père qui était décédé à ta naissance. Tu as perdu un de tes petits frères, tu disais. Mon petit frère. Et ton mari, on s'habitue jamais, c'est toujours la même peine. Alors, je sais pas si moi, j'ai un rapport avec la mort qui est particulier. C'est-à-dire que déjà, elle me fait pas peur. Elle te fait pas peur? Non, pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Mais tu dis ça parce que t'es pas à l'article de la mort. Non, mais la seule chose qui me fasse peur, c'est la mort de mes enfants. Ah oui, ça oui. Voilà, ça c'est ce que je dis souvent. J'aurais pu étrangler le père de ma fille de mes propres mains plutôt que ma fille il lui arrive quelque chose. Mais une fois qu'on a dit ça, non, j'ai pas peur de la mort. Et je vis dans un monde. Je suis. T'as un terme qui s'appelle animiste, c'est-à-dire c'est des gens qui croient dans les sortes d'esprits, dans la nature, dans des choses comme ça, dans les énergies. Alors, je ne suis pas animiste, je ne pratique pas, hein, mais c'est un état d'esprit. Voilà. Tu penses qu'il y a quoi après? Je ne sais pas, mais je me dis, il doit y avoir embouteillage là-haut. Hein. Tu vois, ils sont tous là-haut. C'est ce que je me suis dit. Problème de surpopulation. Oui, depuis quand ça, tu vois? Oui, ça fait un moment. On a des milliards. Tu vois, ça c'est quand même, ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est important de pouvoir se dire qu'on va peut-être les revoir. Ouais, C'est fou de pas savoir quand même. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est la seule vérité dont on n'a pas la réponse. Puisqu'il peut y avoir... Il n'y a pas de vérité totale. La seule vérité qu'on a, c'est qu'un jour, on va mourir. C'est marrant parce que j'étais dans la voiture et je dis à mon mec, si je meurs, il me dit, non, quand tu vas mourir? Ouais, c'est vrai. Oui, on va tous y passer. Ouais. On ne sait pas quand. Ouais. Et on ne sait pas où on va. Voilà. C'est flippant, hein, parce que ça m'arrive parfois dans les étoiles de parler avec des copains de ça. C'est fascinant. Hein. Ah ouais, je pense qu'en effet, tu as raison. Je pense qu'au moment où
où ça va arriver, je pense qu'on a peur. Tu disais que tu avais un peu sacrifié ta vie de famille, que tu avais beaucoup bossé aussi, je t'entendais raconter ça. Je ne l'ai pas sacrifié parce que je n'ai pas eu le sentiment de l'avoir sacrifié. Mes filles n'ont pas ce sentiment-là. Mais je n'y ai pas consacré autant de temps que certaines mamans ou papas le font. Mais sans regret, parce que tu as vécu d'autres choses ou... Pas sans regret, parce que déjà, je sais qu'elles vont bien, qu'elles sont dans un environnement aimant, qu'elles travaillent très bien à l'école, elles sont des femmes accomplies, qu'elles ont des valeurs qui sont importantes pour moi. Mais en revanche, je n'ai pas les souvenirs, je n'ai pas tous les souvenirs qu'une maman peut avoir avec ses enfants. Elles sont quand même équilibrées, tu as réussi à... Elles sont ultra équilibrées. Qu'est-ce que tu as loupé, qui t'a embêté le plus ? Tu sais, à un moment, est-ce que c'est mon premier mot? Est-ce que c'était un moment où tu n'étais pas là? J'ai loupé beaucoup d'anniversaires de ma petite, parce qu'elle est née le 17 décembre, donc la veille de mon anniversaire, mais c'est pas à cause de mon anniversaire que je l'ai loupé. C'est Miss France, non? Ouais. C'est ça? Ouais. Ah, waouh! Et donc, j'étais souvent sur Miss France. Ah non, c'est vrai? Merde! Tu pouvais pas mettre Miss France le 15 janvier? Ouais, c'est ça, tu vois. Et comment ça peut en retard? Voilà, donc voilà. Ah oui, parce que t'es obligé. Et là, tu peux pas ne pas être là. Ah bah, je peux pas ne pas être là. Et c'est en direct en plus? Ouais, donc. Ou en décalé de quelques voilà. minutes, mais. Donc elle a eu plein de messages des Miss France sur son téléphone. Ah, c'est vrai? Ouais. Pour faire un petit peu passer la pilule. Ouais. Et tu les as emmenées, tes filles, sur les plateaux, un peu, pour vivre des trucs avec toi? J'ai même emmené ma plus grande, quand je tournais Première Compagnie, au Brésil. Et elle était tombée amoureuse d'un énorme crapaud venimeux. Et tout le monde disait, mais tu peux pas la laisser jouer avec. Je lui dis, mais il est mignon, le crapaud, il a l'air gentil, il a l'air de bien l'apprécier, ma fille. Et donc, elle a joué avec un crapaud mortel. Enfin, qui n'était pas mortel, mais qui était venimeux. Venimeux. Tu vas lancer la Starac, t'es à l'origine de la Starac, ça a failli pas voir le jour, ça a failli être déprogrammé avant. Ouais. La Starac existe encore aujourd'hui, hein, c'est fou, hein, ça a perduré, quoi. Ça s'est arrêté pendant... Ça s'est pas... Enfin, quand ça s'est arrêté de 2008 à maintenant, il y a 3 ans, oui. Et ça a failli être déprogrammé. Donc, avant que ça commence? Non, ça a commencé, ça a été un échec pendant 3 semaines. Ah bon? Ouais. Et personne s'en rappelle, évidemment. Celle avec Jennifer, la première? Ouais. Ah ouais. Et en fin de compte, on n'avait pas compris, Stéphane Courby, qui est mon patron, et qui était mon patron aussi à l'époque, qu'on faisait trop de la télé-réalité, pas assez de la chanson et du partage musical. Et quand on a compris ça, on a complètement réorienté le programme vers des artistes qui viennent, qui partagent des moments de musique avec les jeunes et tout ça, et ça a explosé. Ouais, parfois, t'es à 1 millimètre du succès. Ah bah c'est ça. Ce que disent les Américains. Ouais. Tu peux être à 1 millimètre et hop, tu vas régler le truc et ça va partir. Voilà, c'est exactement ça. Et ça va durer donc de combien de temps? Eh ben, de 2001 à 2008. Et après, ça a repris là, en 2022, je crois. C'est revenu aujourd'hui. Est-ce que, c'est un point de vue personnel que je te demande là, mais est-ce qu'aujourd'hui on prend moins de risques à la télé qu'avant où il y avait... Moi, j'ai arrêté à un moment donné de consommer de la télé parce que je me suis mis à travailler, donc j'avais moins de temps pour regarder. Mais quand j'étais petit, je me rappelle de Patrick Roy, même La Famille en Or. Il y avait des fous rires. Les mecs sortaient des trucs, mais c'était ghetto. Ils sortaient des blagues, il n'y avait pas de limite en fait. Quand tu regardes même un coucou c'est nous de Christophe de Chavannes, etc. Oh, ça allait loin. Hein. Ça allait tellement loin. Il se passait des trucs en direct et aujourd'hui, tu sens quand même une frilosité. Marrant. Ouais, je pense que tu as une frilosité. Je pense que tu as quand même l'Arcom qui a normé un peu tout ça et quelquefois peut-être de façon exagérée. Il y a une forme d'autocensure qui s'est installée. Un peu l'américaine. Je pense qu'il y a aussi une autocensure qui est liée à la société, où pendant très longtemps on ne pouvait plus rien dire, etc. et tout. Donc moi je regrette en effet ces émissions, ces grosses émissions live, et je pense que c'est ça aussi, et c'est la force de ce que vous faites, c'est que vous avez une liberté de ton qui est probablement plus authentique là, tout le monde. Mais c'est vrai que l'impact de la télévision fait que tu dis un truc à la télé, c'est renforcé par les réseaux sociaux, et d'un seul coup une phrase sans intérêt devient une polémique. Donc, ça angoisse un peu, quoi. Oui, et c'est flippant pour les gens qui font de la télé. Ils ont peur de se retrouver dans des bad buzz, dans des... Bah ouais, je pense qu'il y a vachement de ça. Et en même temps, ça enlève aussi le côté réel de la vie, de ne pas pouvoir citer la marque Lacoste, j'en sais rien, ou le nom de ta robe. Tu vois, ça fait partie de la vie, les marques. On a des marques partout. Ouais, mais ça, c'est un problème qui, d'ailleurs, n'existe pas aux États-Unis. Hein, c'est un problème très franco-français. Et encore plus...
Moi, je lutte actuellement pour expliquer qu'il faut autoriser ce qu'on appelle les produits de placement à l'intérieur des programmes de flux. Alors là, ça devient très technique. En gros, vous voyez souvent dans des fictions, des clips, un mec qui regarde une montre, c'est une Tag Heuer, par exemple, et ça, il a le droit. Alors que nous, en flux, si vous avez, par exemple, dans le loft, vous pouvez pas mettre une bouteille de coca. Oui, sur un plateau télé, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Et je trouve ça dingue, parce que déjà, c'est accepté de façon européenne. Et la France est récalcitrante à l'appliquer en France. Et pourtant, ça permettrait aussi de financer les programmes. On parlait des modèles de financement actuellement. Tout le monde sait que la télévision n'est plus l'Eldorado que ça a été, que les marges s'amenuisent, que les recettes publicitaires sont en train, pour certaines, de quitter les linéaires, donc les chaînes historiques, pour aller vers les réseaux sociaux. On les en remercie d'ailleurs. Voilà, vous pouvez les en remercier. Ah, je plaisante. Non, mais tu as raison, mais c'est vrai. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Non, mais c'est juste que le monde évolue. Et puis, le monde évolue, voilà. Donc, j'ai pas de produire des trucs sur le digital aussi. Mais donc, il faut aussi que les institutions évoluent avec leur temps et permettent aux diffuseurs d'avoir davantage de publicité intégrée au programme, etc. De toute façon, c'est la même chose. On a dit, tiens, est-ce que ça te manque? Pour moi, c'est la même chose. C'est juste que le canal de diffusion est sur un téléphone et sur Internet. Mais en fait, en réalité, tout le monde regarde même les émissions de télé sur le téléphone. Mais bien sûr. Mais moi, mon mec, il est hystérique parce que j'ai un truc génial. J'ai l'abonnement au César. Donc j'ai tous les films. Ah oui, t'as un coffret, accessible. Non, t'as plus de coffret maintenant, c'est digital. Et donc je regarde les films, autant te dire que ça te fait hurler. Mon mec, parce qu'il dit c'est pas possible de regarder du cinéma sur un. Mais je dis, mais moi ça me dérange pas. Je regarde dans le métro, je regarde de toi, comme ça me permet de le consommer. Et c'est vrai que c'est un canal de diffusion. Après, il y a quand même une spécificité, parce que tu le sais, on essaie de créer des lignes, des ponts entre vos couloirs de nage et les nôtres. Et on a du mal à trouver un modèle à la fois économique et éditorial qui soit compatible, à la fois digital et à la fois linéaire. Et ça, c'est un travail qui est complexe. Et je pense que votre modèle, il est aussi regardé et apprécié par la simplicité des moyens que vous mettez en place. Alors que nous, on a un benchmark qui est en production value qui est très particulier. Donc je pense que c'est pas exactement ni les mêmes économies, les mêmes manières de fabriquer, ni tout ça. Ouais. Alors, et que si d'un seul coup tu surproduisais ton truc. Ouais, dans un studio de 10 mètres carrés. Avec du... Ouais, je pense que les gens se déconnecteraient en disant c'est quoi ce truc fake. Bah, c'est drôle une fois. Ouais. Peut-être qu'on va le faire. Non, mais peut-être que tu te marreras marreras une fois. Salle, ou on va faire des trucs, mais de manière. Mais je pense que ce qu'ils aiment chez vous, c'est une certaine simplicité. Oui, c'est que ça soit. En fait, il n'y a pas de paillettes. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu. On essaie de faire un bout de vraie vie, mais c'est vrai. Hein. C'est difficile d'arriver à être naturel complètement et d'arriver à. Parce que quand on reçoit des gens, il y a toujours le moment où on se dit attends, je vais dire quelque chose qui va être repris. C'est ce que tu disais avant. Ça fait flipper quand même pour plein de gens qui ont peur du. Ouais, je pense que mais c'est légitime. Hein. C'est pas une peur irrationnelle. On le sait, hein, que la petite phrase qui est reprise par les médias, sortie du contexte, et qui d'un seul coup te fait passer pour un mec que tu n'es pas, il y en a d'autres qui malheureusement en ont subi les affres. Est-ce que tu as eu des caprices de stars un peu rigolos? Starac, j'imagine, il y a eu plein de gros artistes. Non, j'ai eu des gros problèmes, ça je balance, parce qu'en plus le mec il est en tôle, donc je peux balancer. C'est Puff Daddy. Le pire truc que j'ai eu, c'était sur la Starac. Il y avait Puff Daddy et était dans la même émission, je crois, Johnny Hallyday et d'autres artistes qui devaient répéter. Donc les émissions, évidemment, les gens ne rentrent pas sur le plateau et tout de suite chantent. Il y a ce qu'on appelle la balance, il y a des cadrages de caméra, donc ils répètent. Les balances, soit la veille, son, en gros, les réglages son, soit la veille, soit la journée avant le direct. Et là, Puff Daddy devait interpréter un de ses titres et il a mis 4 heures à descendre de sa loge. Ce qui fait que c'était 4 heures de temps perdu aussi, de répétition pour les autres. Et à un moment, je me rappelle, j'étais devant son manager et je lui dis, j'en ai rien à foutre de ton artiste. Tu sais quoi, il va rester dans sa loge et je vais en mettre un autre parce que j'en veux plus, moi. C'est vrai? Ouais. Ah mais non, mais il y a un moment, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible d'être aussi mal élevé. Il est resté dans sa loge. Ouais. Mais c'est quoi? Mais j'en sais rien, j'étais pas dans sa loge. C'est 2h30, genre c'est une après-midi, c'est plus une pause. Ouais, j'ai eu ça, j'ai eu Madonna. Entre Nikos avait la loge la plus proche du plateau. Or, Madonna ne veut qu'avoir une loge proche du plateau. Donc, on a dû déménager, parce que moi, je partageais ma loge avec Nikos. Et il y a quelqu'un dont le métier, c'est de compter les pas. Je te jure que c'est vrai. Entre la loge et le plateau. Pour voir s'il ne va pas trop marcher et tout? Ouais. Mais c'est pas vrai. Je te jure. J'ai eu des trucs. J'ai eu Maria Carey, je l'adorais, Maria Carey. Alors, en fonction si elle était au régime ou pas.
Si elle était au régime, j'avais que des sushis à lui livrer. Si elle n'était pas au régime, j'avais des tonnes de pizza à lui livrer. C'était hyper drôle. Est-ce que parfois tu crées des faux incidents en direct pour qu'il se passe des trucs, pour pas que ça soit trop lisse? Alors non, mais je dis toujours aux équipes, attention de surproduire. C'est-à-dire que le propre du live, du direct, c'est qu'il faut des imperfections. Ah ouais. Et donc, si on prévoit tout, c'est chiant, il faut laisser de la spontanéité, des ratages. Ce qui me manque à la Starac, c'est la déconne. Quand Georges Alain danse ketchup, je sais plus quoi là, qu'il est à côté de tout, qu'il est ridicule, ça me fait marrer. Et c'est ça une école en plus. Donc voilà, moi je trouve qu'on arrive dans un schéma de perfection. Où le niveau monte trop tout de suite. Ouais. Alors c'est bien, il en faut évidemment. C'est pas The Voice, quoi. Faut des mecs qui non, démarrent. mais il faut aussi des gens qui progressent. Et je pense que c'est la force de la Star Academy et qui déconnent. Il faut des mecs dans lesquels on se retrouve, qui chantent mal comme nous. Mais, on se dit, ah putain, ça pourrait être moi. Ouais, alors. C'est drôle. Ouais, en tout cas, qu'il y ait une capacité, qu'ils ne connaissent pas ses capacités. Oui, qu'il y ait une possibilité d'évolution, si c'est des quiches. Et Grégory Le Marchal était un déconneur de dingue. Ah bon? Ah! Mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est lui qui avait gagné. C'était laquelle de saison? La 4, je crois. La 4. C'est toi qui l'avais découvert, d'ailleurs. Ouais. Enfin, je l'avais découvert. Il était venu par un biais un peu surprenant. Je m'étais aperçue qu'en fait, certaines personnes qui étaient atteintes d'handicap ne se présentaient pas à la Star Academy, ce qui, pour moi, n'était pas une raison de... évidemment, s'ils sont muets, c'était plus compliqué, mais sinon, ils pouvaient se présenter. Et donc, j'avais fait passer le message à différentes associations, et un jour, une personne que j'avais contactée me rappelle en me disant, écoute, c'est pas un membre de mon association, c'est un membre d'une autre association, je t'envoie sa cassette, tu me diras si c'est bien. Et c'est comme ça que... ça a démarré. Comment tu trouves des bons candidats? C'est toi qui fais les castings? Je fais plus, à l'époque, ouais. C'est ma passion. Hein. Tu cherches des mecs un peu hors normes, un peu fun? Non, ma passion, c'est de rencontrer des gens qui me touchent. Alors, ça peut être touché dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui m'émeut, qui me fascine, qui me surprennent, ou dans le mauvais sens du terme, qui m'énerve, qui te font quelque chose. Ouais, qui me font quelque chose. Et c'est toujours le moment, je raconte toujours ça, il y a toujours un moment magique où on commence un peu à s'endormir pendant les castings, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui rentre. Et tu dis, allez, oui. Et là, tu sais que c'est celui-là que tu veux. Ah, c'est fort. Jean-Pascal, t'avais failli pas le prendre, je crois. Non, Jean-Pascal, c'est pas ça, on a failli pas le voir. Il s'est retourné et... Non, enfin, non, Jean-Pascal, l'histoire, elle est marrante. On fait le casting de la Starac et je trouve qu'il n'y a que des bons élèves. Et quand je te parle de déconne, je cherche un déconneur. Or, du côté de ma maman, on est de la région du Sud-Ouest. Et donc, je dis, les déconneurs, c'est les maîtres nageurs. Ils ont tous la déconne là-bas. Et donc, j'ai envoyé mes équipes caster des maîtres nageurs, dont Jean-Pascal. En 2008, t'es numéro 3 dans Démol. Tu vas décider de partir après 13 ans pour créer ta boîte LJ Prod. Pourquoi tu pars à cette époque? Ça marche bien. Parce que c'est un mélange d'instinct de survie et de conneries. Pourquoi c'était une connerie à un moment donné? Non, parce qu'un instinct de survie, parce que j'étais plus du tout en adéquation avec les valeurs de la société. Or, j'avais été trop heureuse pour dealer, en fin de compte, et être malheureuse maintenant. En connerie, c'est que je suis partie sans demander d'indemnité après 13 ans, numéro 3 du groupe, sans chômage, et j'ai monté une boîte sur mes deniers personnels. Voilà. Et après, tu vas être racheté par, justement, Stéphane Courby, ouais. Et il va te mettre à la tête de Banijay. Est-ce que je peux te poser des questions sur les rumeurs, du coup, que j'ai trouvées? Vas-y. Tu me dis honnêtement si tu n'as pas les réponses. Et si tu me dis, tiens, je ne veux pas y répondre... Non, je te réponds voilà. Normal, quoi. Les émissions comme les Marseillais seraient scriptées pour avoir du bon contenu. On tape Faux. rumeur télé. Faux. Ça, non, complètement faux. Alors ça, pour le coup, en plus, je peux vraiment en parler, puisque c'est moi qui les produite en direct, les Marseillais. Pas du tout. C'est vraiment... Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon des stimuli. C'est-à-dire qu'on envoie un jeu, une action à faire, quelque chose, mais dont on ne sait jamais comment les candidats vont s'en emparer. C'est pas des comédiens, hein. Donc, après qu'eux-mêmes jouent à exagérer, oui. Oui, parfois tu vois qu'ils... Voilà, mais c'est absolument pas scripté. Dans Fort Boyard, on ferait remplir une fiche aux candidats avec leur phobie pour être sûr de leur faire les choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Alors ça, c'est une rumeur. C'est vrai qu'ils remplissent tous une fiche aussi médicale, enfin avec différents renseignements. Et je pense qu'avant qu'on reprenne Fort Boyard, ça a été utilisé à contresens. Mais ça n'est plus du tout le cas maintenant et on fait très attention à ça et c'est pour rassurer toutes les personnes qui y participent.
Ça commence à être dur de faire le casting après si ces gens savent. Ouais, non, c'est terminé ça. Après, c'est ce qui est marrant dans Fort Boyard, c'est de voir quelqu'un qui n'aime pas les araignées, avoir une araignée sur lui et crier. Mais il y a une différence entre ne pas aimer les araignées quand c'est et plus être drôle. phobique. Ouais, voilà. C'est-à-dire que déclencher quelqu'un qui est tétanisé, c'est pas un bon moment de télé non plus. Dans Fort Boyard, les tigres étaient une partie d'année dans le fort et une partie dans un cirque. Il y avait des trucs, je voyais. Oh, les tigres? Ouais. Non, pas du tout. Ils sont toujours restés chez leur éleveur. Donc, non, pas du tout. Ils n'ont jamais été fait partie. Il n'y en a plus des tigres maintenant. Non. Ça a été très dur. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. Ah, c'est vrai? Ouais, d'arrêter. Ça a été comme. Tu sais, quand c'est une chose de lancer un programme comme une start-up, type Secret, Starac, Love Story. C'est une chose et tu as une forme d'excitation, mais tu n'es pas dépositaire d'un patrimoine. Quand on te confie les clés du fort, tu es dépositaire d'un patrimoine. Donc quand tu décides d'enlever les tigres, tu te dis, tu vois, j'ai mis 1 an et demi à prendre cette décision. Et je dois le dire, on l'a prise aussi très intelligemment avec France Télévisions, où on a créé un fonds de dotation pour l'entretien des tigres. Parce qu'il faut savoir qu'un tigre, ça coûte énormément d'argent, évidemment, en nourriture et en frais vétérinaires. Et donc, ils sont assurés jusqu'à la fin de leur vie d'être bien soignés. Parce qu'il y a des bad buzz, en fait, comme tu sais, la société évolue, tu as des gens qui vont pas être contents qu'il y ait des animaux, etc. Ouais, alors moi je dis toujours, faisons attention, parce que tu sais, tu ne défends que ce que tu as vu, ce que tu as regardé, admiré, partagé. Et je pense que les zoos, alors Fort Boyard, je ne sais pas, mais on va dire que les zoos, par exemple... Non, mais c'est comme un zoo visuel, parce qu'il ouais, c'est comme un zoo visuel. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu crées un attachement avec l'animal. Si après, tu ne les vois plus jamais dans ton environnement personnel, je pense que tu t'intéresseras plus à leur survie. C'est ce que disent beaucoup de gens qui travaillent dans les zoos, d'ailleurs. C'est important d'aller les voir. Ouais, et puis alors moi qui ai créé une émission qui s'appelle Une saison aux zoos, les gens sont tellement dédiés aux animaux. C'est des gens exceptionnels qui travaillent au contact des animaux. Certaines émissions où il y a des systèmes de vote ne regarderaient pas en fait les votes des gens et feraient un choix d'eux-mêmes de savoir qui gagne ou pas. Non, ça n'existe pas. Non. Pour le coup, ça c'est impossible. Parce que la masse de votes... Il y a des huissiers. Oui, il y a des huissiers systématiquement sur tous les votes. Et la masse de votes rend impossible ce type de gestion. Puis en plus, ça passe par des box. Donc c'est comptabilisé. Non, ça c'est faux. Par exemple, un concours Miss France, c'est vraiment le nombre de votes qu'il va faire croisé au jury, je crois. Non, oui, c'est croisé au jury. C'est-à-dire que tu as 50% du vote populaire et 50% du jury. Donc voilà, c'est-à-dire, quelquefois, par exemple, Indira, elle a été à la fois élue par le public, première du public et première du jury. Ah, c'était les deux. Indira Ampio. Indira Ampio. Là, Angélique, je crois qu'il y avait une disparité entre le jury et le public, mais je ne sais plus dans quel sens. C'est souvent les régions qui votent aussi. Tu sais qu'il y a des régions qui vont voter plus, donc tu as plus de chances de gagner quand tu es Miss Nord-Pas-de-Calais. Ouais, exact. Je vois que tu connais bien ton dossier. Le Nord-Pas-de-Calais vote beaucoup. Les Dom-Tom votent beaucoup. Le Sud vote pas du tout. Ah bon? Alors d'ailleurs, je voudrais faire un appel. C'est vraiment parce que c'est important. Il y a des très jolies filles dans le Sud. Dans le PACA, il y a toujours des Miss. Il y a des Miss magnifiques et les mecs votent pas. Ouais. Donc à un moment. Miss Aquitaine, il y a toujours des mais ouais, Miss Aquitaine, voilà, ça vote. Ça va encore, Miss Aquitaine. Mais par exemple, Miss Languedoc, ça vote pas. Ou Miss Auvergne, il y a des très jolies Miss Auvergne, mais comme c'est un petit territoire. On pourrait savoir en direct si une émission fait de bonnes audiences. Est-ce que vous le savez? Oui, on sait. Alors, on n'a pas l'indice médiamétrique. C'est-à-dire, Médiamétrie, c'est un organisme officiel qui accrédite les audiences le lendemain matin à 9h, on le sait tous. Voilà, c'est la sentence en télé. C'est la sentence à 9h. En revanche, on a des indicateurs de tendance sur les box. Mais c'est pas... il y a une part d'erreur. Est-ce que tu as déjà eu un blessé, tu vois, sur une émission comme ça, un peu de manière qui a pu te faire peur pour la suite du programme, où tu t'es dit waouh, là c'est vraiment le mec est vraiment blessé Non, moi dans ma carrière j'ai jamais eu. Non, j'ai perdu un super candidat qui s'est coupé avec une machette sur Koh-Lanta, et c'était vraiment un super candidat au bout du 2e jour, je crois. Ça, c'est chiant. Non. J'ai eu la chance, contrairement à mes prédécesseurs qui ont eu des accidents, moi je réfléchis, non, j'ai rien eu de ce genre-là.
Est-ce que dans Koh-Lanta, il y a... j'avais eu à l'époque Denis Brognard qui disait que parfois il se faisait un peu draguer, ça avait tourné partout derrière, il racontait ça. Est-ce que parfois il y a des candidats, un peu comme a été réalité, même si on a une hygiène qui est un peu plus limite à Koh-Lanta, qui se drague et il se passe des trucs, et là, hop, tu demandes aux gens d'arrêter de filmer? Non, alors, nous, on a eu un cas, en l'occurrence, d'agression sexuelle sur Koh-Lanta, ce qui fait qu'on a annulé une saison entière. Ça, c'est très atypique. Ah oui, non, je parlais de candidats qui sont contents non, il ensemble. y a des candidats qui sont sortis ensemble et qui, après, on ont fait état. Hein. Dans Les Marseillais, la production aurait dû trouver en urgence un nouveau candidat à cause d'un casier judiciaire d'un des candidats. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est des trucs... Sûrement, ça peut être vrai, ouais. Je me rappelle plus, mais ça, en revanche, c'est pas uniquement lié, ça peut nous arriver... Ça peut nous arriver. Et parfois, il y a des problèmes avec des candidats dans des émissions qui disent « Ouais, moi, je balance un secret si vous ne me faites pas gagner. » Est-ce que tu as parfois des mises sous pression, un peu comme... tu vois? Alors, pas dans les émissions que j'ai produites. Oh, tu avais des célébrités, quelquefois, qui disaient ouais, qui se la pétaient un peu, quoi. Ouais. Et t'en as pas des familles parfois qui t'appellent et qui ont proposé de te soudoyer, des gens riches pour te dire tiens, je vous paye et ma fille gagne la Starac? Ah non, sinon ils auraient gagné. Et je serais plus là, je serais aux Bahamas. Non, mais ça aurait été possible, tu vois, on voit parfois des histoires. Ça aurait parfaitement été possible, mais est-ce que j'étais confrontée à ça? Non, jamais. Koh-Lanta, 31e saison, c'est ça fait 31, j'ai pas de conneries. Alors, tu sais, c'est très compliqué, Koh-Lanta. En fonction, si tu additionnes les jeunes, même moi, je ne sais plus. Tu prends toujours... Donc, j'aurais dit 28, mais... Alors, je l'ai produit, j'ai pris énormément de produits, parce que tu peux pas... Moi, je dis toujours, j'ai fini ma carrière, on va dire, de productrice, parce que là, je suis patron de groupe, mais de productrice avec le plus gros indoor, qui est Miss France, et le plus gros outdoor, qui est Koh-Lanta. Donc, j'ai été bénie des dieux en termes de production. Et merci beaucoup à ces deux programmes qui existaient avant moi, mais que j'ai eu la chance de produire. Donc, je ne produis plus Koh-Lanta, mais je prends toujours plaisir à la regarder. Et alors, est-ce qu'il y a déjà eu des soucis sur certaines îles ou certains endroits avec les habitants locaux qui n'étaient pas contents qu'il y ait un tournage et qui sont venus un peu faire chier la prod? Ouais, ça c'est arrivé, mais c'est assez rare parce qu'en général, on s'installe déjà dans des zones où il n'y a pas beaucoup de population. Et en général, la population qui est locale travaille avec nous. Donc, on a à peu près, on est 130, on va dire, métropolitains. Et après, on travaille avec une centaine à 100 à 150 locaux. Donc, on fournit beaucoup de travail aussi aux gens. Est-ce que tu as eu une énorme peur dans ta carrière, une émission qui a failli s'annuler juste avant, rien qui marche, rien qui fonctionne, des problèmes techniques, les populations locales qui ne veulent pas? Est-ce que ça t'est arrivé? J'ai eu une émission où j'ai vu les deux animateurs s'insulter à une demi-heure du direct. Donc là, tu te dis, ça va être long. Oh putain. J'ai eu ça. Ça s'est pas vu à l'antenne? Non. Non, parce que les gens sont pros. J'ai eu surtout un fait d'armes. J'ai été la seule productrice à avoir un noir antenne de plus de 20 minutes sur TF1. Oh, waouh. En fin de compte, quelqu'un s'est pris physiquement les pieds dans des câbles et il a débranché le signal. Stagiaire et la prise, quoi. Ouais, qui a marché sur la multiprise. Donc voilà. Ah, wow. Et il y a une émission, c'est quoi ta plus grande fierté en tant que productrice? Vraiment, ton fait d'armes en tant que productrice, où tu as réussi à faire un truc? Oh bah, je le dis parce que c'est vraiment pour moi un fait d'armes, c'est d'avoir tourné en 2020 Koh-Lanta. Pendant le Covid? Pendant le Covid, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, puisqu'il est arrivé en 21. Et sans assurance. C'est-à-dire qu'on était assuré, on va dire, si évidemment un candidat se cassait une jambe, etc. Mais si par hasard l'équipe avait le Covid, dans ces cas-là, on n'était pas assuré. Et contrairement à une émission de plateau où tu te dis, bon, c'est pas grave, on ferme le plateau, on se retrouve dans 7 jours. Nous, on va pas dire au candidat, bon, alors vous avez bouffé de la noix de coco, hein, et puis on revient dans 7 jours. Et t'as réussi à... Comment t'as fait pour les... Oh, ça a été un protocole sanitaire drastique. C'est pas la fois où tu les as fait dormir sur des bateaux séparés? Ouais, j'ai fait dormir sur des petits bateaux séparés jusqu'à l'arrivée d'un paquebot, où le paquebot est arrivé, il devait monter dedans, sauf que j'apprends entre le moment où il arrive sur le quai et les mecs qui doivent monter sur la passerelle que le cuistot a le Covid. Ah. Et donc, je les remets sur les petits bateaux en disant « vous montez pas ». Et je fais rerouter un autre bateau
pour le remplacer. Putain. T'as jamais eu de burn-out? On en parlait tout à l'heure. Parfois, tu sais pas trop. C'était pour ton papa. Non, j'ai eu des fatigues. J'ai eu des vraies fatigues. Évidemment, souvent, là, le mois de décembre, quand je produisais, il y avait à la fois Koh-Lanta, Miss France, etc. C'était dense. Mais j'ai jamais eu de burn-out parce que c'est vraiment un burn-out, c'est très grave. Et je connais des gens autour de moi qui en ont eu. Et franchement, je souhaite à personne. En revanche, j'ai eu des ras-le-bol de la télé. Ce que je dis, c'est un métier de résilience, un métier où on vous dit tout le temps non. Et donc, il y a des moments où c'est trop dur. Et donc, j'ai déjà pensé à arrêter la télévision. Pour faire quoi? Je voulais être vétérinaire. Et là, c'est un truc idiot. Pour soigner les tigres de Fort Boyard. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à me renseigner sur les études de vétérinaire. Jusqu'à là, tout allait bien. Puis à un moment, je m'arrête et je me dis, mais comment je fais pour me nourrir mes filles pendant mes 5 ans d'études? Ah oui, tu t'es vraiment posé des questions sérieusement. Mais t'as pas une astuce anti-stress avant une émission? Est-ce que t'as un truc, tu vois, Je fais du tai chi. Non, alors, j'ai pas du tout de... Je suis très... Je fais beaucoup de tai chi. Donc, tai chi, c'est à l'origine un art martial, mais en fin de compte, qui éveille en toi le sens de l'équilibre, avec des mouvements assez lents. Et donc ça, par exemple, quand j'ai une montée de stress, je le fais dans ma tête. D'un coup, je me lève pas en plein milieu d'une réunion, voilà. Mais je conseille à ceux de regarder le Fort Boyard, le prochain où je participe, où je fais une séance de tai chi qui a un peu surpris tout le monde. Ah, tu t'es mis en candidate, là? Non, je me suis pas mise en candidate. On m'appelle pour remplacer il y avait un candidat qui avait loupé son train. Et donc, je me suis retrouvée à la place du candidat parce que j'étais en régie à ce moment-là. Mais je l'ai fait avec toi, non? Oui, tu l'as fait avec moi, mais il y a très longtemps. Mais oui, on est d'accord. On était. C'est pas de mémoire. Tu l'as fait avec moi. Bien sûr, tu t'avais dépanné parce que quelqu'un avait annulé la veille. Je passe mon temps dépanner. Je leur ai dit c'est terminé maintenant. Tu sais qui t'avait dépanné? Non. Moi non plus. Mais je me rappelle juste du métier du gars. C'était je crois que c'est Cyril Gann. C'était un boxeur qui avait pris un pain, coup. je me rappelle plus. Et en fait, il était le lendemain, il avait un œuf sur le front. Il avait dit qu'il pouvait pas le faire. Non, je sais plus si c'est. Non, je sais plus, mais. Et deux fois, ils m'ont demandé de remplacer un candidat ou une candidate. Qu'est-ce que tu penses de la télé-réalité d'aujourd'hui? Il y a un programme qui s'appelle Frenchy Shore. Moi, j'ai jamais regardé pour le coup, mais je sais que c'est hyper trash, etc. Enfin, j'ai vu des extraits passer sur Twitter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette télé-réalité-là? Est-ce que tu la regardes? Est-ce que tu consommes? Non, oui, je l'ai regardée parce que je suis professionnelle et je regarde à peu près tout ce qui sort. Parce que déjà, j'aime la télévision. Après, moi, j'ai pas trouvé... ça m'a pas intéressée. J'ai pas de... Comment te dire? Après tout, j'ai pas de je suis contre la censure. Donc, j'ai pas de problème. Dans la mesure où ils sont tous conscients de ce qu'ils font et que, à la fois ceux qui y participent et ceux qui regardent, c'est leur problème. Je suis pas sûre que ça m'aurait excité de produire ce programme-là, mais j'ai pas de jugement moral, quoi. Dans les rumeurs, je vais te la poser tout à l'heure, alors sans dire qui, parce que c'est toujours pas le sujet de l'émission, mais c'est pour comprendre la télé. Je sais qu'il tapait, quand j'ai tapé télé, question sur la télé, c'était combien gagne un animateur télé? Ça peut gagner jusqu'à combien dans les très grandes émissions de la belle époque de la télé? Dans les sans dire qui, on s'en fout, mais... Le plus cher devait être à 40 000 € l'émission. Mais c'est plus les tarifs de maintenant. Et c'est quoi aujourd'hui un animateur télé? Ça peut... C'est ça dépend. Alors, ça dépend où tu es. Si tu es France Télévisions, si tu es sur une chaîne privée, à quel horaire tu es. C'est énormément de barèmes. Mais c'est aussi pour donner envie de faire... Prenons les grands primes iconiques. Je pense que, on va dire que le privé paye mieux que le service public. Donc, je dirais que le service public, ça doit être aux alentours entre 8 et 8 000 pour quelqu'un de compétent. Hein. Et le privé, je dirais 15. 15. Et pour un candidat de télé-réalité, j'ai disais aussi... C'est le SMIC. C'est-à-dire c'est-à-dire ce que par émission? Dire. Non, mais... Ah non, non, c'est le SMIC mensuel. Ah, c'est pas payé à l'émission? Non. D'accord. Ah oui, c'est un cachet... C'est un cachet. Parce qu'il passe un mois à tourner, et je ne savais pas si c'était au prime ou à la seconde partie de soirée. C'est un forfait. C'est intéressant. Et une émission de télé, combien ça peut coûter au maximum? Toi, tu as déjà vu les plus gros primes. Combien ça peut coûter à une chaîne? C'est des très, très grosses fourchettes. Je pense que les plus gros primes, par exemple, on dit que l'Eurovision atteint les 30 millions, un truc comme ça. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus cher. Alors, je ne parle pas des événements sportifs, évidemment, type Super Bowl, des choses comme ça. Non, je parle d'une émission de télé classique en France. C'est intéressant de s'ouvrir en France... Sans donner non, en France, une fourchette... non, je ne donnerai pas. Il y a le secret des affaires. Mais on va dire que le prime le moins cher est à 300 000.
Ouais, 250, vraiment le prime le moins Sur des cher. petites chaînes ou sur des grosses? Non, sur des Mais grosses. même sur des grosses. Alors, je prends les grosses parce que alors, le moins oui. cher dans ces cas-là, c'est 100 000, un truc comme ça. Mais on va dire sur des grosses chaînes, c'est 250, 300, parce que il y a quand même une attente du téléspectateur et de la chaîne. Jusqu'à plus cher, ça doit être, je dirais, 2,6 millions. Oui, d'accord. Après, ça coûte cher, un programme télé. Oui, en fait, quand les gens ne se rendent pas compte du nombre de gens qu'il faut, je raconte toujours ça, nous, sur Koh-Lanta, il nous faut, on a à peu près 250 à 300 personnes pour des mecs qui sont seuls sur une île déserte. Ah, 250 à 300 mecs, ouais. Putain. C'est comme Fort Boyard. Moi, Fort Boyard, j'ai eu la Boyard, chance de le faire, je crois, 5 fois. On est 100, énorme. On est une centaine. Hein. Il y a des gens de partout cachés derrière les pylônes, là, quand ça commence avec la caméra. C'est ça. En fait, et donc, les gens ne se rendent pas compte que... Les gens pensent que la télévision, c'est facile. C'est une multitude de professionnels. Par exemple, sur Koh-Lanta, il y a des métiers il y a des ferronniers. Il y a des gens qui travaillent le bois. Parce que toutes les épreuves, elles sont faites par des artisans. Qu'est-ce qui manque à la télé aujourd'hui? Du fun. De la légèreté. Je trouve qu'on est trop sérieux. Il faut s'éclater un peu, quoi. Ça va, quoi. Il faut trop... Ouais, je trouve qu'on est trop... je trouve que tout est trop sérieux. Alors, l'époque est sérieuse. Mais je pense que la télévision a cette ambition-là, c'est de divertir les gens dans les missions du service public. Il y a enseigner, informer, mais aussi divertir. Et je pense que divertir, c'est important. Oui, je vois Koh-Lanta, on a été diffusé pendant la période de Covid où il y avait vraiment le premier confinement. Je pense que c'était limite de santé publique. De regarder Koh-Lanta, de s'évader à travers des belles images. Voilà, je pense que ça a aidé des gens. Il y a le retour d'Interville en juillet 25, mais sans les vachettes. Oui. Est-ce que c'est une volonté de Nagui. Est-ce que ça enlève pas un peu de fun? J'ai regardé un peu les commentaires, je me dis c'est un peu dommage, etc. Toi, t'en penses quoi? Alors, je pouvais avoir cette préoccupation-là. Et il s'avère que très gentiment, Nagui m'a partagé les épreuves qui auront lieu, et entre autres, un principe assez rigolo, je vais lui laisser dire, où on va dire que, voilà, on va bien s'amuser. Tu sais que t'as absolument rien dit, là. Ça, j'ai absolument rien dit, mais tu sais, je vais pas me substituer à la communication ni de France Télévisions ni de Nagui. Évidemment. Non, mais c'est vrai que parfois les programmes télé... En fait, il y avait un truc plus naïf avant, plus sympa. Tu regardais, tu sais, c'était plus joyeux. C'était décomplexé. C'était décomplexé, mais je sais pas comment... Comment on en est arrivé là? Mais c'est notre responsabilité aussi. Hein. Probablement qu'on a produit nous-mêmes des émissions trop sérieuses et qu'il faut qu'on travaille à ça, hein. Quand je te le dis, en fin de compte, c'est aussi notre mission que d'apporter à des diffuseurs des programmes de qualité où on s'amuse. Il y a Christophe de Chavannes, qu'on a reçu d'ailleurs ici, qui a arrêté, qui est parti de quelle époque? J'ai vu ça, oui. Voilà, suite à je trouve que la sanction est un peu dure. Une prise de drogue, nous, on juge personne, chacun fait un. Mais il a conduit et il s'est fait arrêter, je crois, si je dis pas de bêtises là-dessus. Et donc c'est lui qui aurait, à l'antenne, dit qu'il partait de l'émission. C'est quoi ton regard là-dessus, toi? Est-ce que tout le monde n'est pas finalement pas blanc, tout blanc ou tout noir? Est-ce qu'il faut accepter que le monde soit gris à la télé aussi? Il faut accepter aussi des gens qui sont des humains et pas des robots. On parle de ne pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais on demande à tout le monde d'être impeccable et irréprochable. Donc je pense que c'est ça dont il faut se méfier. Après, voilà, Christophe est un grand professionnel. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose en ping-pong à Léa Salamé. Il faudrait lui demander comment elle le vit aussi dans son animation. Je pense que c'est quelqu'un qu'on avait plaisir à croiser. Voilà. Je trouve que la décision est un peu excessive. Alors, oui, évidemment, c'est condamnable. Je pense qu'on a un cas qui est Palmade où ça a été des conséquences extrêmement graves et inacceptables. Là, je ne me rends pas compte, je n'ai pas eu accès au dossier. Voilà. Et pour parler de ton rapport aux animateurs, vous sachiez, tu as bossé avec Nikos, Benjamin Castaldi, Nagui, Laurence Boccolini, enfin tu as travaillé avec une grosse partie des animateurs français. Est-ce que tu as déjà vu des caprices de stars un peu drôles, sans dire qui c'est, mais c'est quoi les trucs les plus fous que tu as pu voir avec des animateurs à la grande époque?
Est-ce que c'était pas du niveau de Maria Carré quand même, et sinon t'as Non. renvoyé chier, je pense? Non, franchement, non. Il y a une époque où des animateurs allaient aux stations-service et disaient « vous enverrez la facture à la prod ». C'est un bon moyen de pas Voilà. te plaindre. Voilà, donc il y avait ce côté un peu enfant gâté, quoi. Mais ils sont... Il y a une réalité quand même, c'est qu'il y a des animateurs à qui on ne parle plus normalement. Donc il y a des animateurs qu'on alimente dans une crise égotique et qui n'ont plus le sens commun et le recul nécessaire à voir qu'ils dysfonctionnent quelquefois dans leur comportement. Il s'avère que quand même depuis, il y a plein d'événements qui se sont déroulés et donc maintenant il y a une prise de conscience qui est plus forte et probablement aussi que les diffuseurs ne tolèrent plus ce qui était de l'ordre du tolérable auparavant, et tant mieux. Mais néanmoins, c'est très difficile. Franchement, je leur disais, hein, les animateurs, c'est une race de personnes où il faut beaucoup de courage pour aller à l'antenne et être devant une caméra, je trouve. Est-ce que tu en as déjà vu, là on parlait de drogue, mais est-ce que tu en as déjà vu qui en prenaient beaucoup et ça ne se voyait jamais à l'antenne, qui pouvaient être impeccables et ça ne se voit pas? Alors déjà, il s'avère que moi j'ai une chance particulière, c'est que je travaille pour Stéphane Courby depuis maintenant 28 ans et que je n'ai... Vous savez, alors on va être très clair, on est le reflet de son patron. On n'a jamais eu de problème chez nous parce que ça n'a jamais été dans notre ADN de faire voilà. Mais il est très sain, Stéphane Courby. Ouais, il est très sain. Gentil. Et voilà, il est extrêmement sain, il boit du thé vert. C'est un mec normal. C'est un mec normal dans le bon sens du terme. Et puis il boit du thé vert, ce qui n'est pas complètement normal tout le temps. Mais il boit du thé vert. Là où, par exemple, on le sait de la rue, il y a eu beaucoup de travers chez Réservoir Prod. Je ne disclose pas une information. Donc c'est aussi, moi, comme je ne bois pas, je ne fume pas et tout ça, j'avais besoin, heureusement, d'être dans un environnement sain. Début mars 2025, Vanessa Douillet, l'ex-femme de David, David Douillet, veut tenter le concours Miss France, elle l'a annoncé. Elle a 41 ans, c'est un concours que tu produis, j'avais noté depuis 2016 maintenant. Je l'ai produit en 2006, 7, 8, avec quelqu'un, donc j'étais directrice des programmes d'Endemol, et puis après je l'ai récupéré, en 2020, pendant le Covid. Voilà. Ah, le Covid, ça a été ton année. Hein. Ah ouais, ça a été mon année, là. Tu fais Koh-Lanta. Ouais, et ça. France. Et donc, j'ai enlevé beaucoup de critères qui étaient dans le concours, que ça soit l'âge, que ça soit le fait qu'il ne fallait pas avoir d'enfants, toutes ces choses-là que je trouvais complètement surannées. Et j'ai vu, en effet, qu'elle disait, alors je ne sais pas si elle s'est présentée, en l'occurrence, il faut savoir comment ça fonctionne, le concours Miss France. Il appartient aux comités régionaux d'élire la candidate qui va les représenter. Donc, on verra ce qui se passe. Sur les évolutions, tu as envie que ça bouge encore plus, Miss France ou... Non, là, parce que c'est bien aussi quand ça reste aussi... Non, là, je trouve que c'est important de ne pas toucher aux fondamentaux. Par exemple, quand j'ai pris la direction de Miss France avec Frédéric Gilbert, qui est l'actuel producteur et qui maintenant dirige la société Miss France, on a remis au centre du dispositif le folklorique. Le fameux... Voilà. Mais on l'a complètement modernisé. Et donc, je pense que voilà, c'était un fondamental qui avait été un peu oublié, et pourtant, c'était vraiment des valeurs importantes de région. Donc, on l'a remis au cœur du programme. Avec la région, etc. Ouais. Et il y avait un débat sur le fait d'avoir des femmes transgenres. On a reçu d'ailleurs quelqu'un qui était transgenre, en base, qui est venu dans l'émission pour expliquer un peu son parcours et ça. Ça, c'est accepté aujourd'hui dans le concours? Oui, alors, enfin, quand on demande qu'une seule chose, c'est que la civilité, c'est-à-dire que tes papiers, te considère que tu sois... Oui, tu as fait la transition. Oui, alors, que tu aies fait la transition, c'est encore autre chose. Parce que tu peux être déclarée femme, avoir une identité femme, même si tu n'as pas fait une transition complète. Donc, ce qu'on demande, c'est ça, et de ne pas avoir fait de chirurgie esthétique pas réparatrice. C'est-à-dire, évidemment, quand tu passes d'homme à femme ou de femme à homme, tu as une chirurgie réparatrice, puisque tu te répares avec ton identité, celle que tu considères. En revanche, on interdit les femmes qui ont des bouches comme ça. C'est pas pour les accepter chez des transgenres. Voilà, donc il faut une équité aussi. C'est-à-dire qu'il faut une équité entre toutes les candidates.
Oui, en fait, mais non, je me suis dit que je te demanderais, parce que quand j'ai tapé Miss France, c'est ce qui ressortait aussi dans les trucs. Tu dois voir tout le monde qui te pose la question sur le sujet. Selon une étude de Rich publiée en 2025, YouTube est devenu le média le plus regardé chez les Français. 42 millions d'utilisateurs, quand même, c'est énorme, dépassant TF1, première chaîne française. Est-ce qu'un jour, vous allez faire des programmes comme Fort Boyard ou quoi, mais uniquement sur Internet, avec des personnalités d'Internet ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'un jour, ça sera viable ? Alors, c'est toute la question, c'est le modèle économique qu'on observe, qu'on essaie de comprendre aussi. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de gens qui produisent sur YouTube ou sur Twitch ou des plateformes comme ça. Il s'avère que la réalité, c'est qu'actuellement, nos programmes, tels qu'on les produit sur le linéaire, demandent énormément d'investissement. Et que je ne vois pas dans le modèle actuel comment ça peut fonctionner. Est-ce que la télé n'a pas abandonné un peu les jeunes à un moment donné en voulant viser que la ménagère ? J'entendais que ça, moi, pendant 15 ans, il faut toucher la ménagère. Il y a eu une erreur, je pense. Alors, il y a une erreur du service public qui, au moment de l'arrivée de la télé-réalité, a dit jamais, de par ma dead body, il y aura de la télé-réalité. Et je pense qu'elle s'est coupée des jeunes à ce moment-là. Après, il y a certains programmes, tu vois, par exemple Miss France, on en parlait, on fait dans les 76 ou 80% auprès des jeunes. Star Academy, c'est monstrueux, mais c'est juste pas consommé sur le linéaire. Alors, Miss France, oui, parce que c'est une émission de direct qu'on regarde en écoute conjointe. Mais Star Academy, c'est beaucoup consommé aussi sur TF1+. Ah oui, c'est les replays qui sont énormes. Ouais, les replays sont énormes. Mais Koh-Lanta aussi, tu vois, on a fait le dernier replay de la semaine dernière, c'est 1,1 million, je crois, ou 1,2 million. Les replays, la plupart, ils les regardent sur les portables. Oui, bien sûr. On les regarde dans les transports. Moi, en l'occurrence, je prends le métro, donc aussi. Donc, je regarde souvent dans le métro. En 2024, TikTok était le réseau social le plus utilisé des Français, avec 17 millions d'utilisateurs, 17,4 millions exactement. Est-ce que ça c'est... Alors, tu as dit un truc, je vais revenir après, mais tu disais qu'il fallait faire attention avec TikTok, que ça avait alimenté la déprime de ta fille. En fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que ma petite a eu un moment de moins bien. Et donc, elle regardait TikTok et probablement qu'elle a dû consommer un moment des choses un peu plus tristes. Et l'algorithme l'a alimentée là-dedans. Et d'ailleurs, je m'en suis ouverte à Marlène Mazur, qui est la patronne de TikTok France. Ouais. Et je lui ai dit, voilà, c'est quand même inquiétant. Il faudrait que l'algorithme, à un moment, s'autocensure. Et quand on sent qu'il y a une consommation excessive, au moins pose la question, mais est-ce que tu vas bien ? Enfin, je sais pas, il y a des moyens quand même. Et je sais qu'aux États-Unis, ils sont d'ailleurs attaqués par des associations de parents sur ce propos-là. Donc, il y a une responsabilité, évidemment, dans le bien-être de nos enfants, parce que il y a quelque chose qu'on n'avait pas dans notre génération, qu'eux ont malheureusement, c'est que nous, quand on quittait l'école, elle s'arrêtait à la porte de la maison. On allait après, on rentrait à la maison, on avait notre vie familiale, parentale et aimante. Là, l'école, elle rentre dans sa chambre. Le harcèlement, tout ça. Et c'est ça qui est compliqué. C'est quoi la suite pour toi, avec tout ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? On a tous des envies... Peut-être même rien à voir avec la télé d'ailleurs, parce qu'il y a un truc que tu n'as pas encore accompli dans ta vie professionnelle que tu aimerais faire. Bon, mis à part le seul rêve que je n'aurai jamais, c'est être patronne d'une chaîne américaine, parce que j'ai encore le rêve américain. Bon, peut-être pas depuis 2 mois. Mais, on va dire qu'avant, c'était le cas. Non, je sais à peu près, j'ai déjà si tout va comme je le souhaite, je sais déjà ce que je ferai à la fin de ma carrière télé. C'est quoi ? C'est vétérinaire ? Non, je vais être chasseur de tête. Ah ouais ? Dans un cabinet ? Ouais. Pour essayer de faire le recrutement à la place ? Ouais, en fin de compte, ce que j'ai préféré dans mon métier, de tous les métiers que j'ai fait dans mon métier, c'était en l'occurrence faire du casting. Donc je me dis, le métier qui s'approche le plus, c'est chasseur de tête. Waouh, ok. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu. Ça fait hyper longtemps. On se connaît depuis longtemps, mais ça fait... Et j'ai toujours dit que tu avais un talent de dingue. Tu te rappelles quand... Voilà, et je t'avais repéré quand tu étais sur Énergie et tout, et voilà. Donc ça ne m'étonne pas que tu exploses là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, c'était un plaisir de t'avoir. C'est sur les réseaux sociaux ou pas du tout ? Ouais, je suis beaucoup sur LinkedIn, parce que c'est un réseau qui me permet aussi d'expliquer ma vision de la télévision et de faire passer des messages, on va dire, plus corporate. Et un peu sur Insta, mais à chaque fois que j'essaie de publier une photo de mes filles, elles arrivent dans ma chambre. La dernière fois, c'était... Ah non, je raconte cette anecdote, elle est énorme. Je publie une photo, toute simple, un truc, une réunion de famille. Eh bien, les 2 sont arrivés en disant « C'est mon droit à l'image, tu l'enlèves tout de suite. » C'est vrai ?
Le consentement, ça commence. Ouais, c'est ça. Les photos sur les réseaux. C'était un plaisir. Je vous mets dans la description sur YouTube si vous voulez suivre Alexia Laroche-Joubert. Je vous mets donc son compte Instagram et son compte LinkedIn si vous voulez la suivre sur LinkedIn. Et pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, je mettrai ça dans la description sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est les premiers podcasts de France aujourd'hui du tournage, donc merci beaucoup pour tout ça. On est là 3 fois par semaine avec vous, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je vous mets 3 interviews ou documentaires, ça dépend des semaines. On essaie de mettre un maximum de programmes un peu différents. Ah bah super. De s'amuser, de vivre des choses avec vous. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des idées dans les commentaires. Et merci de vous abonner. Vous êtes 150 000 à vous abonner chaque mois en plus sur notre chaîne YouTube. Donc merci d'être là de plus en plus nombreux. Ça nous fait bien plaisir. Merci à l'équipe d'avoir préparé l'émission. Et t'es tellement puissant que je dis, je pars à Vienne demain matin pour une réunion internationale, puisque comme je suis patron de pays, on se réunit tous les patrons et on va parler de toi. Ah bon? Et c'est pas toi qui m'as demandé évidemment de parler de toi. Tout simplement, c'est au niveau groupe, ils ont repéré ce que tu faisais et ils veulent en parler. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde.